The U.S. goal right now would be to make sure that the ceasefire holds. Hamas, like ISIS and Al-Qaeda, shares a disdain for democracies. Nothing can justify the killing. Israel deeply regrets every civilian casualty. أنا ضد نزع سلاح المقاومة. Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Nous sommes en édition spéciale et il est 8h précisément, c'est la fin du cessez-le-feu de 72 heures. Le Hamas annonce qu'il ne le prolongera pas et d'un côté de la frontière comme de l'autre, eh bien les habitants retiennent leur souffle. Cette nuit, 2 tirs non revendiqués ont été lancés sur le sud d'Israël sans faire ni dégâts ni blessés. Et en ce moment même, l'alerte est en train de retentir dans la ville d'Ashkelon. L'aéroport israélien de Ben Gurion suspend ses vols pour les 15 prochaines minutes en attendant de voir comment se décante la situation. Et un haut responsable sécuritaire déclare qu'Israël ripostera avec force si le Hamas reprend ses tirs. Les troupes israéliennes se maintiennent massivement aux bordures de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou déclare cette nuit à la télévision américaine que le conflit pourrait reprendre et qu'Israël se tient prêt. Et si le ton monte, c'est évidemment à cause de l'impasse des discussions au Caire. Les Égyptiens auraient rejeté plusieurs exigences palestiniennes, à commencer par la construction d'un port maritime à Gaza. Le Hamas rejette quant à lui la demande israélienne de démilitarisation. Bonjour Yael Bordstein, bonjour Jacques Nérien, ancien officier des renseignements militaires israéliens, et bonjour à Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Qu'est-ce que dit le Hamas ? Bon, Barbara, on voit ce matin le résultat. Non, vous avez défini ça comme impasse, mais c'est plutôt la réaction du Hamas vis-à-vis la position égyptienne, la position très ferme de l'Égypte qui refuse de donner au Hamas toute chose qui peut rassembler à un acquis politique. L'Égypte qui veut écarter le Hamas de tout arrangement, non pas seulement sécuritaire, mais aussi politique de la scène gazaoui et de la vie politique à Gaza. Le Hamas riposte hier soir par le biais de son porte-parole, du porte-parole de la branche militaire, en disant que si jamais il n'y a pas une décision sur un port maritime, un troisième accès au monde. On sait que 2 accès pour les Gazaouis au monde, c'est via Israël et via Rafah, l'Égypte. Les Égyptiens qui ont fait savoir qu'il n'y a pas question pour le moment de discuter l'ouverture du passage de Rafah avant qu'on discute les arrangements sécuritaires. Et bien sûr, avec le côté des restes, c'est évident qu'Israël refusera de laisser le Hamas passer par son territoire. Et donc, le fait que l'alerte a retenti il y a quelques minutes dans la ville d'Ashkelon, ça veut dire que les tirs ont repris, que le cessez-le-feu est terminé ? Je suis pas sûr. Il y aura des efforts de la dernière minute. Le Qatar qui fait pression sur le Hamas pour accepter un cessez-le-feu, mais au sein du Hamas, il y a une division sur est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il ne faut pas continuer cette trêve. Les discussions se tiennent toujours à l'heure actuelle. Les discussions se tiennent toujours. Voilà, alors on apprend que le missile sur la ville d'Ashkelon vient d'être intercepté, a priori ni dégâts ni blessés. Jacques, la réaction d'Israël ? Sur ce plateau, on en avait discuté la semaine dernière. Je vous avais dit que ces négociations allaient continuer sous le feu. La preuve, nous sommes là. Les positions des 2 parties sont impossibles à rallier. Donc, il n'y a pas moyen de trouver un dénominateur commun pour l'instant. Donc, ce qui fait que nous sommes... Une nouvelle alerte sur les localités frontalières de la bande de Gaza. Voilà, les tirs reprennent ce matin. Tout à fait. Les négociations vont se poursuivre sous le feu. L'Égypte avait dit que c'était une condition non discutable. Alors, les négociations continueront, mais peut-être pas au Caire, mais par l'intermédiaire, je dirais, d'émissaires.
Il y aura certainement des contacts, il y aura certainement le fait que les Égyptiens essaieront d'imposer un peu plus de pression, je dirais, Hamas, d'essayer de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Le problème, c'est le suivant, c'est que Hamas ne se sent pas défait. Son épine dorsale n'a pas été touchée, il sent qu'il a encore les moyens de résister, et puis il le dit très haut, je n'ai pas perdu, j'ai encore d'autres tunnels, il le montre, tout simplement, il est en train tout simplement de se moquer, de provoquer Israël. Et de ce point de vue-là, donc nous ne sommes pas arrivés à un point où le combat finit faute de combattants, loin de là. On note quand même cette déclaration du ministre Steinitz hier, pour comprendre quelle va être la réaction israélienne, qui dit que si le Hamas tire, et on le voit, c'est le cas ce matin, Israël n'aura d'autre choix que de réinvestir militairement la bande de Gaza. C'est un scénario qui est sérieusement envisagé à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de scénarios à envisager. Un des scénarios, un scénario possible, c'est de reprendre naturellement le contrôle de la bande de Gaza. Je voudrais dire, là, entre parenthèses, ici, qu'il y a eu beaucoup de bavures du côté israélien, du fait que les discussions qui ont eu lieu au sein du cabinet ont été tout simplement dissipées à l'extérieur, les choses ont transpiré, comme quoi l'armée a présenté une présentation un cauchemar vivant, que si jamais on entrait dans la bande de Gaza, il y aurait une quantité énorme de morts et ça nous prendrait 5 ans et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles aujourd'hui. Nous ne sommes pas nécessairement obligés d'arriver sur la côte de la Méditerranée à Gaza. Pourtant, est-ce que l'armée est réfractaire à ce scénario-là? On le répète, ce sont des fuites qui sont sorties du cabinet. 50 guerres, des centaines de soldats israéliens tués, des milliers de civils palestiniens tués. C'est le tableau qu'aurait brossé l'armée israélienne, ce scénario-là. Il s'y oppose? Écoutez, dans ces scénarios, on peut mettre tout. Le papier supporte n'importe quoi. L'encre et les buvards sont là. Naturellement, dans un scénario extrême, on pourrait voir des choses pareilles, mais il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a toujours certaines échelles, une échelle sur laquelle on peut monter marche après marche. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas obligés à arriver à un cas extrême. On peut toujours contrôler, je dirais, l'incursion terrestre. On peut toujours planifier, on peut toujours arriver à des plans alternatifs, comme par exemple le découpage de la bande de Gaza, sans avoir à occuper la ville de Gaza elle-même. Donc il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles, imaginables, et pour l'instant, voyons d'abord comment est-ce que ces tirs vont dégénérer. Voilà, comment ces tirs vont dégénérer. En tout cas, le porte-parole du Hamas annonce à l'instant que le cessez-le-feu ne sera donc pas prolongé. On le voit sur le terrain, les tirs ont repris, mais que les négociations, comme vous dites, se poursuivent au Caire, sous le feu, dans l'immédiat. Ça veut dire qu'Israël va quand même riposter par frappe aérienne, par tir d'artillerie? Alors, ça dépendra de l'ampleur de l'attaque du Hamas. À mon avis, Israël a intérêt à faire comprendre au Hamas qu'à ce jeu-là, Hamas ne le prendrait pas à ce jeu-là. On ne serait pas partenaire de ce jeu-là. Donc la riposte, en principe, devrait être une riposte très forte pour faire comprendre au Hamas que là, nous ne sommes pas en train, je m'excuse du terme, de blaguer. Voilà, et surtout éviter de tomber dans une guerre d'usure, peut-être. D'usure, oui, tout à fait, c'est ce qu'ils veulent. On va se diriger vers la ville d'Ashkelon, précisément. L'alerte a donc retenti il y a quelques minutes. Elsa Moore, quelle est la situation dans cette grande ville du sud du pays ? Eh bien, écoutez, il était 8 heures tapantes quand la sirène a retenti. Après 3 jours de calme, et donc dès la fin du cessez-le-feu, la sirène a retenti. Une roquette a été interceptée par le système d'hommes de fer. Comme vous pouvez le voir autour de moi, les rues sont plutôt vides, mais le peu de gens qui étaient présents, le peu d'habitants de Ashkelon ont couru aussitôt se réfugier dans les abris ou dans les magasins, là où ils le pouvaient. Vous savez qu'ici, la population dispose d'à peine 10 à 15 secondes pour se mettre à l'abri. Donc le calme, face au calme un calme de 3 jours, donc qui a coupé court ce matin. Et ce matin, je parlais avec plusieurs habitants d'Ashkelon qui me disaient qu'ils étaient résignés, pas vraiment d'optimistes ici à Ashkelon. Tout le monde attend malheureusement encore plus de combats. On ne croyait pas déjà ce matin, dès 7h du matin, à une prolongation du cessez-le-feu. Vous savez que dans la nuit, des roquettes ont été tirées aussi à Eshkol, très près d'ici. Alors la population ici s'est
habitués en fait à vivre sous la menace des roquettes. Il faut dire qu'en un mois de combat, 233 roquettes, 234 avec celui de ce matin, ont été tirées depuis la bande de Gaza sur la commune de Ashkelon. 135 de ces roquettes ont été interceptées par le système d'hommes de fer, mais 8 d'entre eux ont quand même touché la ville. Les habitants ont quand même peur parce que des risques sont envisagés. Donc les habitants vivent dans la crainte depuis un mois. Très concrètement, Elsa, on rappelle que la défense passive israélienne avait levé toutes les mesures d'urgence il y a plus de 48 heures déjà. Est-ce que l'état d'alerte est restauré ce matin ? Bien oui, l'état d'alerte est restauré. Alors, il faut dire que si l'état d'urgence avait été levé, la population était quand même en alerte. La vie n'a pas vraiment repris un cours normal ici à Ashkelon. Les jardins d'enfants sont toujours fermés et la population reste sur le qui-vive. Comme vous le voyez autour de moi, cette place qui habituellement est pleine le vendredi matin est actuellement vide. Donc la population reste en alerte. La communauté de Ashkelon se prépare encore au pire. Merci beaucoup Elsa Amourg depuis la ville d'Ashkelon. Vous nous tenez bien évidemment au courant. Alors on vient de le voir, hein, Jacques, les habitants qui restent en alerte, le Hamas qui reprend ses tirs, la branche militaire qui dit « nous voulons nous installer dans une guerre d'usure contre Israël ». Est-ce qu'Israël pourra laisser 5 millions d'habitants et peut-être plus sous cette menace constante avec des tirs ici et là pour le Hamas quand bon lui semble ? Écoutez, c'est une décision capitale du gouvernement, du cabinet. Il faudra à un certain moment, il lui faudra naturellement prendre une décision de cette envergure, de cette ampleur, parce que à nous user dans une guerre d'usure, je pense que nous avons déjà eu l'expérience dans le passé avec l'Égypte. C'était chaque jour à 10h du matin, on entendait la liste de soldats qui étaient tués. Israël ne peut pas accepter cette réalité. Donc ce qui fait que notre réaction devra être, je dirais, aussi rapide que possible pour essayer de rétablir le semblant de normalité sur nos frontières. Écoutez, tous les villages frontaliers, tous les kibbutzim, tous les moshavim sont vides. Oui. Il n'y a personne. Personne ne veut revenir parce que tout le monde est en panique encore. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc il y a ici un danger. Il y a une menace qui est... aussi parce qu'ils sentent que la menace n'a pas été éradiquée. Il y a une menace et puis surtout, je dirais ce qu'il y a. Il y a un consensus dans la population israélienne qu'il faut agir contre Hamas une fois pour toutes et en terminer avec cette menace. Et que cette guerre n'est pas finie. Non, mais loin de là. Pour l'instant, je ne dirais pas on n'a pas perdu la guerre, mais simplement on ne l'a pas gagnée certainement. Voilà, Ali, alors les tirs ont repris, plusieurs alertes ce matin. On va vers où ? On va vers une escalade politique entre le Hamas et les autres partis, les autres composants de la délégation palestinienne, entre le Hamas et l'Égypte. Et cette escalade politique risque de déboucher sur un renouvellement total de tirs, chose que le Hamas ne veut pas. À cause de dissensions au sein même de la délégation palestinienne ? Bien sûr, entre la partie OLP, représentée par le groupe de Abu Mazen, entre le Hamas, ce qui est bizarre un peu, Barbara, que même le djihad islamique qui lui menace, il prend pourtant pour le côté palestinien officiel, donc pour une continuation, pour une extension de cette trêve. Mais on a dit, Barbara, ces derniers jours, le Hamas a besoin d'un acquis politique pour présenter aux Gazaouis, pour justifier ce round de confrontation. Retourner aux arrangements à l'entente de 2012 signifie pour le Hamas une liste de questions immense par la population palestinienne. Pourquoi on avait besoin de ce round si on est revenu au même point de 2012? Donc le Hamas a besoin de quelque chose. Et hier, le porte-parole de la branche armée a mis l'accent sur le port maritime. Le port maritime signifie un troisième accès qui ne dépendra pas exclusivement d'un côté de l'Égypte et de l'autre côté d'Israël. Le Hamas... Est-ce que ce n'en est pas trop de revendications pour un simple cessez-le-feu que d'exiger un port maritime, un aéroport et d'autres? Mais la question pour le Hamas, ce n'est pas la formule. Pour le Hamas, on discute ici tout l'ensemble de l'arrangement et non pas le cessez-le-feu pour le cessez-le-feu. Et donc il y a un désaccord entre le Hamas et les autres, y compris la délégation palestinienne et l'Égypte et l'Israël, sur le fond de ces discussions. La définition même de ces discussions et où elles doivent mener. Bien sûr.
Et là, on voit que déjà les Égyptiens ont fait savoir que les discussions seront concentrées sur le cessez-le-feu, sur la base du cessez-le-feu pour le cessez-le-feu, le calme pour le calme. Alors le Hamas a accepté d'assister à ces négociations à condition qu'il pourra soulever ces demandes politiques. Bon, ces demandes politiques ont été soulevées. Maintenant, il y a un autre problème, que ces demandes sont rejetées essentiellement par le côté égyptien, mais aussi par le côté israélien. Il y a une unanimité entre l'Égypte et Israël qu'il ne faut pas permettre au Hamas d'avoir un acquis politique qui lui permettra de dire à la population ou à l'opinion publique palestinienne, on est rentré dans cette guerre pour arriver à tel ou tel changement dans la situation de la bande de Gaza. Et je peux dire même que la position de la délégation israélienne est un peu plus flexible que celle de l'Égypte. Et Israël, en quelque sorte, est un peu coincé entre la position du Hamas et entre la position de l'Égypte. Une autre partie qui est coincée, c'est les autres composants, les autres facteurs de la délégation palestinienne, le groupe OLP, qui fait pression sur le Hamas d'accepter le calme et de discuter dans un calme et non pas discuter sous les tirs de missiles. On va essayer de comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. On se tourne vers vous, Elsa Mimoun. Vous vous trouvez à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le cessez-le-feu a expiré il y a plus de 15 minutes. Les tirs du Hamas ont repris. Qu'est-ce que vous constatez sur place ? Oui, effectivement, Barbara, il était 8h tapantes quand des tirs ont été entendus depuis la bande de Gaza, des tirs qui ont visé la ville d'Ashkelon, donc située à une vingtaine de kilomètres du nord de la bande côtière. 2 roquettes ont été tirées, une a été interceptée. S'en est suivi plusieurs tirs sur les régions d'Eshkol et de Sha'ar HaNegev. Alors nous sommes donc situés à quelques minutes donc, de la ville de Sderot, là où l'armée a demandé à ses habitants, a rappelé à ses habitants cette consigne de rester à 15 secondes d'un abri, signe que les tirs vont effectivement se poursuivre et que la trêve de 72 heures a bel et bien pris fin. Merci beaucoup Elsa. Jacques, Israël, en acceptant quand même finalement de négocier, même indirectement avec le Hamas, est-ce qu'il ne s'est pas piégé lui-même? Car qui dit négociation dit acquis pour l'autre partie, et Israël ne veut rien concéder. Israël avait tout intérêt de se rallier à l'Égypte. Aujourd'hui, Israël voit dans le contexte moyen-oriental une axe, je dirais pour l'instant, qui est virtuel, mais qui est formé par l'Égypte, Israël, l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, sauf naturellement le Qatar. Et cet axe-là devrait être nourri pour pouvoir, je dirais, contrer la poussée islamique, la poussée Hamas et autres dans la région. Pour cette raison-là, je dirais, et c'est le Premier ministre a même signifié ça dans un de ses derniers discours, c'est pour cette raison-là qu'Israël est parti à envoyer sa délégation en Égypte. Naturellement, on a intérêt à ramener le calme, mais simplement Israël ne va pas se plier, ne se voit pas, je dirais, vaincu dans cette confrontation militaire. Est-ce qu'on peut négocier en ne concédant rien? Le problème est le suivant. Le problème, c'est que Hamas est encouragé par la réaction de la communauté internationale qui s'attaque à Israël d'une façon, je dirais, incompréhensible, illogique, mais le fait est là. Le fait est là, la communauté internationale a commencé à critiquer Israël très fortement. Donc, dans cette atmosphère-là, les boucliers humains continuent à être l'arme principale du Hamas. Donc, on peut continuer à exposer Israël, à l'exposer et je dirais, à la critique et surtout, je dirais, aux investigations internationales qui sont naturellement problématiques de la part d'Israël. Donc, dans cette équation-là, Hamas se sent encore plus fort. Il se sent fort parce que je dirais peut-être aussi que nous devrions revoir nos chiffres à la hausse, puisque lui-même dit qu'il a 10% uniquement de ces missiles qui ont été tirés ou qui ont été détruits. Donc nous pensions qu'il en avait 10 000, peut-être qu'il en a beaucoup plus. Israël s'est trompé? Peut-être, qui sait? On ne sait pas, personne n'a été compté de chaque missile. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec Jacques que le Hamas se sont encouragés. Le Hamas se sont poussés contre le mur, et donc voit ses choix se réduisent. Ce qui est vrai, c'est que le Hamas, moi j'ai parlé avec les gens du Hamas et ils disent, est-ce que vous avez entendu le reportage qui a été présenté au cabinet israélien qui dit qu'une incursion terrestre beaucoup plus large, beaucoup plus élargie coûtera la vie de tel nombre de milliers de soldats israéliens, etc. Mais le Hamas
il voit que l'Égypte est en train de l'écarter définitivement de la vie politique palestinienne. On a dit ça à plusieurs reprises. Le Hamas se bat pour son existence, pour son avenir politique. La demande d'Israël de démilitariser le Hamas signifie que le Hamas doit maintenant faire changer son charte, changer son identité, changer son DNA. Alors parlons-en de cette exigence israélienne que pour le moment le Hamas a annoncé. On ne peut plus clairement qu'il rejette cette démilitarisation de la bande de Gaza. On note qu'un responsable même de l'OLP déclare qu'il y aura démilitarisation quand il y aura arrêt de la colonisation. Et le Hamas déclare que le mouvement ne l'acceptera jamais. Ça ne va pas avancer non plus dans les discussions ? Non, ça ne va pas avancer. Malheureusement, on voit que les différences entre les positions de base israélienne et le Hamas sont très éloignés. Le Hamas qui veut à tout prix un acquis politique, mais pas un simple acquis politique, une déclaration qui est un troisième accès au monde, qui est le port maritime, et une diminution dans les mesures imposées par Israël et par l'Égypte. Maintenant, concernant les mesures, il peut se faire que l'Égypte et Israël accepteront. La question, c'est le timing. L'Égypte et avec elle Israël n'acceptent pas que les clauses politiques de cet accord soient discutées simultanément en même temps que les clauses sécuritaires pour envoyer un message qu'on discute maintenant. La fin de cette confrontation, la fin de cette confrontation débouche à des arrangements sécuritaires. Que le Hamas ne fait pas partie de ces arrangements militaires qui voient le retour de l'autorité palestinienne aux frontières, qui voient le retour de l'autorité palestinienne dans les villes palestiniennes, alors que le Hamas c'est le grand chef de la bande de Gaza. Donc on veut déjà réduire le poids du Hamas dans cet aspect. Le Hamas qui sent que réduire son poids sécuritaire de la bande de Gaza affaiblira sa position dans la suite des discussions politique. Pour le moment, la position du Hamas, c'est que cette bataille, elle est sur tous les fronts de ces négociations, et sécuritaires et politiques, alors que l'Égypte, Israël et même l'autorité palestinienne veulent séparer le politique du sécuritaire. Mais vous parlez du Hamas politique, malgré que les menaces les plus pressantes sont venues depuis 24 heures du Hamas militaire. Je parle du Hamas maintenant en tant qu'ensemble du Hamas, mais c'est vrai qu'au sein du Hamas même, l'échelon politique est prêt à voir les discussions sur l'avenir de la bande de Gaza reportées après les arrangements sécuritaires. Mais on a dit, pour la première fois, on voit qu'en temps réel, le Hamas politique s'incline un peu devant la volonté, devant les positions radicales de sa branche armée. Voilà, des brigades des Eddine El-Qassam. Je me tourne vers vous, Yael. On va passer en revue les grands titres des journaux ce matin. Il faut rappeler que quand les journaux ont bouclé, eh bien, on ne savait pas encore si la trêve allait se poursuivre ou non, mais quel est le pouls quand même ce matin dans les grands journaux ? On a tous, comme vous l'avez dit, retenu notre souffle ce matin, la presse aussi. On ne savait pas trop sur quel pied danser. C'était pas très clair. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Ça commence à peu près à se clarifier. Mais je vous propose de commencer cette revue de presse par cet article de Yediot Aharonot, le quotidien Grand Tirage. Regardez ce titre qui en dit long. Tsav Shmoné, c'est un jeu de mots entre le fameux Tsav Shmoné, l'ordonnance numéro 8 qui est cette sommation militaire que reçoivent les réservistes en temps de guerre. Et là, c'est l'ordonnance de 8h du matin, puisque c'est à ce moment-là que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas donc a pris fin. Le Hamas menace, si Israël n'accède pas à toutes nos requêtes, nous renverrons des missiles sur Tel Aviv et nous paralyserons l'aéroport de Ben Gurion. En Israël, on parlait donc d'un 50-50 et on se tenait prêt. Et on n'oublie pas, surtout, c'est pour parler au Caire pendant toute la nuit avec les Égyptiens qui essayent de trouver une solution de dernière minute et le Hamas qui, au contraire, endurcit ses positions. Et dans le même état d'esprit, regardez aussi la couverture d'Israël Hayom, le quotidien gratuit et proche du pouvoir. Le moment de vérité, Israël réagira avec force si le Hamas envoie ne serait-ce qu'un seul autre missile. C'est déjà fait. Et aussi ce sondage selon lequel les Israéliens s'accordent à 96% que la population a fait preuve de calme et de sang-froid pendant toute la longueur de cette opération bordure protectrice. Par contre, 89% étaient persuadés déjà
que le combat contre le terrorisme de Gaza était bien loin d'être terminé et que c'était donc pour très bientôt. Alors je vais vous passer tous les détails de ce sondage, encore qu'il est assez intéressant, mais je voudrais juste que vous regardiez sur la page de gauche la cote de popularité du Premier ministre israélien Netanyahou à la question qui est le mieux placé pour être à la tête du gouvernement israélien. Eh bien, il reçoit aujourd'hui 42% des voix en laissant loin derrière tous ses adversaires politiques. Voilà, donc dans les journaux israéliens, en tout cas, on a envisagé tous les scénarios. Une fois ce cessez-le-feu rompu ou non, que disent les commentateurs? À quoi faut-il s'attendre? Alors, je vous propose, pour répondre à cette question, de regarder la couverture du quotidien de gauche à Haaretz. Avec les efforts de la médiation égyptienne, Israël a déclaré prendre très sérieusement les menaces du Hamas. Une des conditions sur lesquelles Israël sera, quoi qu'il arrive, intransigeante, eh bien, c'est la libération de l'un des responsables de l'enlèvement et du meurtre des 3 adolescents israéliens au mois de juin dernier. Il avait été relâché, je vous le rappelle, contre l'ancien otage israélien Gilad Shalit, et il était en liberté conditionnelle. Une des autres conditions, sine qua non de ce cessez-le-feu, la construction d'un port à Gaza, est aussi apparemment hors de question. Le ministre en charge des renseignements, Yuval Steinitz, vous le disiez tout à l'heure, a déclaré hier à la BBC que si le Hamas renouvelait ses tirs sur Israël, eh bien, Israël se verrait dans l'obligation d'entamer une opération terrestre sans précédent. En attendant, on envisage aussi de prolonger cette trêve de 72 heures supplémentaires. On ne sait pas si c'est ça. Regardez la couverture du site de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. En Israël, on est prêt à étendre indéfiniment cette trêve de 72 heures, mais un haut dirigeant palestinien a déclaré à Al Jazeera que si Israël continue à rester les bras croisés, eh bien, cette inaction entraînerait de manière certaine la remontée de la violence. Les exigences du Hamas doivent être toutes traitées et toutes entérinées par Israël, sans quoi les maisons de Tel Aviv vont trembler. Ce sont ces mots. Et on continue avec la presse arabe. Regardez à la rame de ce matin, le quotidien le plus important en Égypte. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a déclaré que la trêve ne prendrait vraiment forme que si le Hamas acceptait de poser les armes et de désarmer une fois pour toutes la bande de Gaza. Et Zat al-Rashek, un haut fonctionnaire palestinien, a déclaré à la rame que c'était hors de question et que les sionistes, donc les Israéliens, devraient voir la vérité en face et accepter qu'ils avaient perdu cette guerre et que c'est le Hamas qui a gagné haut la main. Et si on en croit, pour terminer, l'agence de presse palestinienne Mahan, eh bien c'est carrément Israël qui refuse le cessez-le-feu. On emploie des termes assez explicites comme une escalade imminente de la violence. Mouchir al-Masri, un membre du Parlement palestinien, a même déclaré que les combattants du Hamas avaient encore le doigt sur la gâchette et se tenaient prêts à bondir. Et pendant ce temps, à Gaza, eh bien, regardez dans Energy, le site du quotidien centriste Maariv, Israël a envoyé depuis ces dernières 48 heures 360 camions de nourriture et d'équipements d'urgence. Parmi ces envois, des fruits et des légumes de premier choix triés sur le volet sous la surveillance des hauts responsables du ministère de l'Agriculture israélien. Merci beaucoup Yael. Le mot de la fin pour vous, Jacques Neria. On a l'impression que c'est le Hamas qui dicte un peu les règles du jeu, c'est lui qui menace, c'est lui qui tire et c'est Israël qui est de nouveau en position d'attente. Écoutez, il y avait à l'époque soviétique, donc de l'ère communiste, il y avait le pays d'Albanie qui était allié de la Chine. Et l'Albanie, avec ses 10 millions d'habitants, disait que nous et la Chine, ça fait 1 milliard. Donc, je dirais, il ne faut pas trop exagérer non plus. Hamas, c'est encore Hamas. Hamas a ses proportions. Il ne faut pas en faire un démon plus que leur nez. Donc, naturellement, comme il est acculé au mur, je suis d'accord, au pied du mur, il fait de tout. Il a sorti ses griffes et il essaie de faire n'importe quoi pour essayer de survivre. Parce qu'il comprend très bien que dans ces circonstances-là, il est en train de lutter non pas sur sa survie militaire, mais sur sa survie politique. Parce que c'est ce que l'Égypte et Israël voudraient voir, qu'ils s'alignent, non pas qu'ils s'alignent avec l'autorité palestinienne, mais qu'ils se mettent sous l'autorité, sous les ailes de l'autorité palestinienne. Merci beaucoup Jacques pour votre analyse. Merci Yael. Ali, on se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, on se quitte pour une toute petite pause. Il est 8h30 à Tel Aviv. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité.
C'est la fin du cessez-le-feu de 70 heures. Depuis une demi-heure, les tirs ont repris sur Israël. Le Hamas a annoncé qu'il ne prolongera pas cette trêve. D'un côté comme de l'autre de la frontière, les habitants restent sceptiques sur la suite de l'opération. L'alerte n'a cessé de retentir donc depuis une demi-heure sur le sud du pays, notamment sur la ville d'Ashkelon. Et on note également que l'aéroport Ben Gurion a suspendu momentanément ses vols en vue de la suite des événements. Et un responsable sécuritaire déclare qu'Israël ripostera avec force à ces tirs du Hamas. Les troupes israéliennes, je vous le rappelle, se maintiennent massivement aux bordures de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou déclare cette nuit à la télévision américaine que le conflit pourrait donc reprendre et qu'Israël se tient prêt. Et si le ton monte, et si les tirs ont repris, c'est à cause de l'impasse des discussions au Caire. Les Égyptiens auraient rejeté plusieurs exigences palestiniennes, à commencer par la construction d'un port maritime à Gaza. Le Hamas rejette quant à lui la condition israélienne de démilitarisation. Et on retrouve Elsa Mourgue dans la ville d'Ashkelon. Elsa, l'alerte ne cesse de retentir depuis 30 minutes. Oui, exactement. Alors, il était 8 heures tapantes quand la première alerte a retenti ici à Ashkelon. Alors, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a quelques personnes qui se promènent ici dans les rues d'Ashkelon, mais très peu par rapport à un vendredi matin habituel à cette heure-ci à Ashkelon. Alors, 8 heures pile, je vous le disais, l'alerte a retenti. Les peu de gens qui étaient ici ont couru se mettre à l'abri dans le refuge le plus proche, souvent un café ou un magasin. Vous savez, la population ici dispose d'à peine 10 à 15 secondes pour se réfugier. Donc, une alerte ce matin à 8 heures, d'autres alertes aussi plus dans le sud d'Ashkelon, près de zones non habitées, près des plages. Des alertes aussi à Eshkol, où l'armée a demandé à la population de rester ce matin à proximité d'un abri, à 15 secondes d'un abri. Donc on peut dire qu'on s'attend à d'autres tirs de roquettes. Définitivement, le cessez-le-feu est terminé. Alors il faut dire ici que la population s'y attendait. Il n'y avait pas vraiment d'optimistes qui dans les rues ce matin qui croyaient à une paix durable. Donc la population s'y attendait. Il faut dire que depuis un mois maintenant, la population d'Ashkelon vit dans la crainte. 234 roquettes ont été tirées en un mois depuis la bande de Gaza vers Ashkelon. 135 d'entre eux ont été interceptés par le système d'hommes de fer et 8 ont quand même atteint des zones habitées d'Ashkelon, faisant un blessé. Donc des possibilités de blessés. C'est pour ça que la population est dans une crainte permanente depuis un mois maintenant. Voilà, merci beaucoup Elsa Mourgue pour ces renseignements. Bonjour à nos nouveaux invités. Nadia Ellis, chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste de l'analyse de discours. Bonjour à Michel Kishka, dessinateur de presse. Bonjour. Plus la peine de vous présenter. Et Ali est toujours avec nous. Oui. Allez-y. Barbara, je viens de recevoir un texte d'une source au sein du Hamas à la bande de Gaza qui dit que malgré les menaces, malgré ces alertes, la délégation du Hamas reste au Caire. La délégation du Hamas compte continuer les négociations avec l'Égypte, avec Israël. Donc on voit que le Hamas, c'est vrai qu'il a brisé ce matin le cessez-le-feu, mais qu'il pense continuer ces négociations. Ces alertes qu'on a vues sont malheureusement un outil que le Hamas veut employer pour faire pression. C'est quoi la stratégie de vouloir poursuivre ces négociations sous le feu? La stratégie de dire on a nos demandes qui doivent être discutées, mais on garde toujours la capacité militaire de continuer les tirs sur Israël. C'est pas risqué comme stratégie, comme Paris, l'Égypte ne cesse de répéter depuis le début de ce conflit qu'il n'y aura pas de négociation sous le feu? La rentrée en cette guerre était un pari très risqué du Hamas. On a vu le résultat de ce pari, que le Hamas est en train de se battre sur sa survie politique, peut-être non pas militaire, mais politique. Donc les calculs rationalistes n'étaient pas le point fort du Hamas ces dernières semaines. Et ce n'est toujours pas le cas ce matin? Et c'est toujours pas le cas ce matin, mais peut-être le Hamas, il parle aussi dans la terminologie un peu israélienne. Il n'a pas tiré encore sur l'État de Tel Aviv, il a tiré sur la périphérie, sur le sud d'Israël. Et ça, c'est encore un message envoyé par le Hamas. Ça fait sourire l'habitant de Tel Aviv que vous êtes, l'habitant de Jérusalem que vous êtes. Ce scénario qu'on est en train de revivre ce matin, il vous étonne? D'abord, c'est un scénario qu'on revit ce matin, mais on l'a déjà vécu avant aussi, il y a quelques années. Non, mais c'est un peu, ce qu'ils font, c'est un peu comme Israël qui dit qu'il y a le cessez-le-feu, mais on continue à détruire les tunnels. Bon, c'est comme ça, c'est l'art de la guerre.
Et là, le Hamas, je trouve que il joue pas mal. Hein. Il joue pas mal parce qu'il se trouve au Caire, il est à la table des négociations qui n'ont pas encore avancé, mais il continue à tirer. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je leur tire mon chapeau pour ce culot qu'ils ont. Ils ont un culot incroyable. Et c'est vrai, ils sont en train de jouer leur survie. Et peut-être même qu'ils vont réussir. Parce que finalement, on n'arrête pas d'exercer des pressions sur Israël pour commencer à débloquer Gaza. Et finalement, c'est ça qu'ils voulaient. Et on en est arrivé là parce qu'Israël était dans l'immobilisme. Et on paye le prix de cet immobilisme aujourd'hui. Nadia, votre analyse de la situation ce matin? C'est pas étonnant du tout. Au contraire, je trouve que ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'Israël déclare partout que l'opération est terminée, voilà, qu'on est déjà dans le jour d'après. En réalité, tant que c'est pas fini, comme on dit. Et là, pour le coup, ça m'étonne pas du tout. Ali, est-ce que le Hamas a quand même l'impression d'avoir gagné ce premier round? Il annonce qu'il est prêt à poursuivre ce conflit. Là encore, c'est une stratégie ou c'est vrai? Ce n'est pas seulement le Hamas, c'est une bonne partie des dirigeants égyptiens qui pensent que le Hamas a marqué quelques acquis militaires très importants dans cette guerre. On a dit à plusieurs reprises, l'analyse égyptienne est différente de l'analyse ou au moins des informations que l'échelon militaire en Israël a diffusées sur la destruction massive de l'infrastructure militaire. Je vous arrête parce que ça va dans la lignée de ce que vous dites en direct. Ces images qui nous parviennent de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, ces blindés qui se rapprochent de cette ligne de démarcation, peut-être pour commencer à tirer. Les minutes qui viennent vont nous le dire. Ok, alors et le Hamas, et l'Égypte, et les délégations palestiniennes pensent qu'il y avait quelques acquis militaires. Maintenant, il y a une partie de la délégation palestinienne, surtout l'Égypte, mais bien sûr Israël, qui ne veulent pas que ces acquis militaires soient traduits en acquis politiques. Surtout l'Égypte qui veut écarter le Hamas de tout scénario futur de la bande de Gaza. Et comme on l'a dit il y a quelques secondes, Michel Kishka, le Hamas, il se bat pour sa survie politique. Quand tu te bats sur ta survie politique, pas toujours tes décisions, tes pas sont rationalistes. Mais Barbara, le point le plus fort du Hamas, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus l'Iran, il n'a plus les frères musulmans en Égypte. Le Qatar, malgré son soutien politique, moral au Hamas, il reste au politique et au moral. Il n'ose pas traduire ce soutien à une aide concrète, surtout à la branche militaire. Le Hamas ne mise sur plus aucune alliance, que ce soit interpalestinienne ou avec d'autres pays arabes? Bien sûr, je peux dire même plus, que même la délégation du djihad islamique, les représentants du djihad islamique au sein de la délégation palestinienne sont eux pour l'extension du cessez-le-feu. Donc le Hamas est totalement isolé, même au sein de la délégation palestinienne, vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis d'Israël, c'est entendu, mais au sein de la délégation palestinienne. Parce que l'OLP, parce que Mahmoud Abbas est en train de prendre trop de place dans ce futur accord qui pourrait se dessiner? Non, parce que l'OLP dit une chose très simple, discutons l'avenir de la bande de Gaza sous le calme et non pas sous la pression des tirs, des roquettes et du feu. On va vers où? C'est reparti pour un tour? Écoutez, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que Israël n'a fait qu'être dans la réaction. Israël n'a fait que, quand je parlais tout à l'heure de l'immobilisme, c'était une autre manière de dire qu'on n'a fait que se laisser entraîner dans des réactions. Et voilà, ce matin, à 8h01, le discours qu'on entendait, c'est qu'on allait réagir fortement. Ça fait combien de temps qu'on réagit fortement sur Gaza? Ça fait combien de temps que la droite du cabinet pousse à ce qu'on réenvahisse Gaza? Voilà, on n'est pas capable de le faire. On ne va pas le faire. Mieux que ça, Michel Kishka, on note peut-être ces déclarations de Binyamin Netanyahu cette nuit même à la télévision américaine, une interview qu'il donne à Fox News. Je ne suis pas sûr que le conflit soit terminé. Tout dépend de ce que veut le Hamas. On a vu mieux comme position de force. Vous savez, Israël a gagné militairement toutes les guerres, militairement, et diplomatiquement, il les a toutes perdues. Et c'est encore ce qui va se passer maintenant si on reste dans ce même immobilisme, si on continue à se radicaliser sur des positions qui sont les positions de l'ancienne conception d'Israël et qui n'a aucune vision d'avenir. Le problème, Nadia, c'est qu'Israël n'est pas parvenu à restaurer son message de dissuasion face au Hamas? Écoutez, je trouve le discours très intéressant par rapport à la guerre diplomatique. Le discours face au Hamas, c'est un discours assez compliqué. Nous sommes au Moyen-Orient, les mentalités sont différentes. Israël ne pense pas comme le Hamas, l'Occident ne pense pas comme le Hamas.
Je trouve que là, pour le coup, Israël essaye d'avoir un discours convaincant face à l'Occident, pas face au Hamas. Ce qui se passe avec le Hamas, je pense qu'on ne le sait pas vraiment. C'est pas, on ne le En tout cas, le Hamas ne semble pas très impressionné par le discours israélien. Hein. Non, mais le discours israélien, justement, pour une fois, il essaye de ne pas être un discours de force. C'est la première fois, en fait, qu'on voit un Premier ministre israélien qui essaye de montrer au monde par tous ses moyens qu'Israël ne veut pas de guerre, qu'Israël n'est pas dans l'attaque, parce qu'il faut comprendre, le discours qui est autour d'Israël dans les médias internationaux, c'est un discours d'attaque, c'est Israël qui attaque Gaza, donc peu importe, ce matin par exemple, ils vont dire que la trêve a été rompue, ils vont pas raconter que c'est le Hamas qui a tiré le premier, ça c'est un grand classique. Donc il faut vraiment retenir un Premier ministre qui justement, il se positionne exprès dans la riposte, exprès dans cet immobilisme pour obtenir une certaine légitimité internationale et dire voilà, c'est pas moi j'attaque pas, moi je ne fais que répondre et c'est de la légitime défense. Mais il prend aussi un risque en disant ça, parce que finalement il est en train plus ou moins d'essayer de défendre le point de Tzipi Livni, qui est la seule personne censée dans ce conflit, je trouve, dans les choses qu'elle dit, que j'ai encore lu ce matin chez Nahum Barnea dans Yediot, et finalement, si jamais il continue ce genre de discours, il va perdre sa droite. Il a déjà perdu. Il l'a déjà perdu et il va la perdre d'une façon totale. Mais il a gagné une partie du sang, par contre. Il a gagné une bonne partie. Dans les sondages, il est très très bien. Ces calculs politiques vont continuer. C'est peut-être pas l'urgence immédiate. L'urgence immédiate, c'est chez vous que ça se passe, Elsa Mimoun. Vous êtes à la frontière et vous voyez de plus en plus de blindés se diriger près de la ligne de démarcation. Oui, tout à fait, Barbara. Donc, 3 tanks étaient disposés ce matin juste derrière moi. Et il y a une dizaine de minutes, ils ont commencé à remonter vers le nord de la ligne de démarcation, vers le nord de la bande de Gaza, là d'où proviennent la plupart des tirs donc, de missiles ce matin qui ont visé, je vous rappelle, la ville la région de Eshkol, Ashkelon, mais aussi de Sha'ar HaNegev. Alors, vous le savez, l'armée avait menacé, le gouvernement avait menacé donc de riposter par voie aérienne principalement si les tirs venaient à se répéter. Alors c'est peut-être donc le signe que l'armée se prépare donc à répliquer à ces nombreux tirs qui ont déjà visé la bande de Gaza ce matin. Je vous rappelle que le cessez-le-feu avait déjà pris fin cette nuit puisque à 4h du matin, 2 roquettes ont visé la région d'Eshkol et ont atterri dans un terrain vague. Mais pour le moment, Elsa, vous ne constatez aucune riposte, que ce soit aérienne ou d'artillerie? Écoutez, on entend des explosions, mais il s'agirait, semble-t-il, pour l'instant, d'interception de tirs de roquettes. Pour l'instant, côté de l'armée israélienne, on a constaté que ces mouvements de tanks, mais je vous le disais, qui pourraient laisser présager d'une possible riposte très prochainement. C'est ce qui semble être en train de se dessiner, des tirs d'artillerie qui commenceraient vers la bande de Gaza. On parlait du discours d'Israël face à l'Occident, qui a peut-être été entendu ou non, mais c'est là aussi une question qui reste ouverte. Face au Hamas, est-ce qu'Israël s'est trompé de langage? Est-ce qu'Israël n'a pas réussi à faire passer de messages dissuasifs si ce matin encore 5 millions d'Israéliens sont toujours menacés? Non, comme on a dit à plusieurs reprises, pour les Palestiniens et même pour les Égyptiens, 2 choses ont été détruites au cours de cette guerre. C'est la force de dissuasion de l'armée israélienne face au Hamas, et 2, c'est la bande de Gaza qui a été détruite. Et le Hamas qui voit que cette guerre, dans laquelle il a peut-être remarqué quelques points importants dans le niveau politique, se traduit en un péril énorme pour sa survie politique. L'équation, Barbara, est simple. Une première étape, c'est le calme pour le calme, et une deuxième étape de laquelle le Hamas, selon les Égyptiens, ne doit pas faire partie, et selon les Israéliens, c'est le calme pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le Hamas qui voit les côtés participants aux négociations préparer ce piège pour le Hamas. C'est soit la démilitarisation, soit l'écart politique de cette reconstruction de la bande de Gaza. Et quand on parle démilitariser le Hamas, Barbara, le nom arabe du Hamas, c'est Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, le mouvement de la résistance. Ce sont les armes même. Ce sont les armes. Et pas seulement ça, le Hamas a été fondé en tant que mouvement militaire qui a développé plus tard un échelon politique, une branche politique. Mais écarter le Hamas de ses armes, écarter le
Hamas de son identité, de son agenda, de son idéologie. Et je ne vois pas comment est-ce que ça peut arriver. Et à mon avis, si l'Égypte et Israël, comme me l'a dit hier une source au sein de la délégation palestinienne, ne jetteront pas un os pour le Hamas risque de jouer son boutisme qui était très fameux dès le début de cette guerre. J'allais justement dire, il y a plusieurs Hamas au fond. D'abord, il y a le Hamas caviar de Qatar. Il y a la délégation qui est au Caire et il y a ceux qui sont encore sous terre et qu'on n'a pas vu, qui sont les dirigeants de Gaza en fait. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux aussi. En tout cas, cet accord, ces discussions sont en train de se mener, encore toujours au Caire, on le rappelle, malgré le feu, les discussions se poursuivent, un arrangement semble difficile à imaginer. On va passer à vos dessins, Michel Kishka. Chaque semaine, vous nous résumez l'actualité de la semaine. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses depuis quelques semaines. On commence par un anniversaire fêté plutôt discrètement. Barack Obama a eu 53 ans cette semaine. C'était les 53 ans et j'ai entendu un commentateur israélien qui est à Washington, Gilboa, un grand spécialiste des États-Unis, qui dit que c'est sûrement l'anniversaire le plus triste qu'Obama ait célébré dans les circonstances qui sont les circonstances actuelles. D'abord de sa présidence, on l'appelle déjà le canard boiteux dans la politique américaine, plus effectivement l'embourbement diplomatique américain dans la région, au Moyen-Orient, mais pas qu'ici, il y a aussi en Irak. Et donc je l'ai fait une autre devant... information importante de la matinée, Obama qui aurait permis de reprendre, de frapper des zones en Irak. Voilà, Et un haut gradé américain a été tué là il y a un jour ou deux. Donc j'ai fait un gâteau dont les bougies sont en fait les roquettes, mais aussi les bombes israéliennes. Et il dit ça me reste en travers de la gorge, voilà. Et c'est pas une larme d'émotion, c'est de la sueur qu'il a au front. Sueur froide peut-être pour Barack Obama. Sûrement. Allez, le grand titre et la grande question de cette matinée, c'est évidemment la trêve qui semble être rompue, qui pourrait reprendre. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça vous a inspiré le dessin qu'on va voir tout de suite. Non, ça c'était en fait l'annonce du début de la trêve. Et l'annonce du début de la trêve, en fait, ce que les Israéliens disaient, c'est que quand les Palestiniens retourneront dans les villes qui ont été détruites, Betranoun et d'autres, et qu'ils se rendront compte de l'ampleur de la catastrophe, il y a des chances qu'ils se retournent contre la direction du Hamas. À mon avis, c'est une espèce de rêve utopique des Israéliens. Ça ne s'est jamais passé et ça ne se passera jamais. Et donc j'ai dessiné, pour faire ça gentiment, Tzahal comme un gros éléphant dans un magasin de porcelaine où tout est cassé. Et sur la porte, il est marqué en hébreu, on revient tout de suite. Alors, est-ce que c'est l'armée qui revient tout de suite? Est-ce que c'est le Hamas qui revient tout de suite? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était une manière de dessiner avec un léger décalage humoristique une situation qui est une situation très grave, tant pour les Palestiniens que pour nous. Évidemment, personne n'y gagne. Et puis, les discussions, on l'a dit, se tiennent toujours au Caire. Oui, alors voilà, ce que j'ai écrit hier en envoyant ce dernier dessin sur la situation, c'est est-ce que ce matin, j'allais être réveillé par mon réveil? Les Israéliens, allons-nous être réveillés par notre réveil matin ou par le bruit des interceptions du dôme de fer? Voilà, finalement, on peut mettre notre réveil au placard pour le moment, parce que les feux ont repris. Alors voilà, c'est les pourparlers. Finalement, vous savez, s'il y a une chose que le Hamas a obtenue, c'est que finalement, ils ont obligé Israël, on peut le dire comme ça, à s'asseoir à une table des négociations, même de façon indirecte, avec le Hamas finalement. Il y a une délégation israélienne là-bas, il y a une délégation palestinienne, et il y a une délégation du Hamas. Et même s'ils ne sont pas assis ensemble, il y a et des Égyptiens et des Américains qui font, comme l'écrivait aussi Nahum Barnea, comme des papillons qui vont de fleur en fleur. C'est un peu la situation. J'ai dessiné donc Sissi assis sur le mur, et voilà, là, j'ai envoyé par erreur le dessin en hébreu. Le gars du Hamas, il dit on exige un aéroport, un port, un élargissement de la zone de pêche, l'ouverture de tous les passages et la libre circulation de tous les produits. Et Netanyahu, il dit nous aussi, parce qu'au fond, ce qu'ils exigent, en tout cas l'exigence du départ de ces pourparlers des Palestiniens de Gaza, c'est parfait aussi pour nous. On aimerait bien, nous aussi, d'avoir un pays avec des frontières ouvertes. Bien sûr. Je serai en désaccord avec Michel Kishka sur la position de Sissi. Sissi n'est pas sur le mur. Sissi penche plutôt pour le côté ça sort sur les genoux de Benjamin Netanyahu, peut-être. Peut-être. Ou Benjamin Netanyahu sur les genoux de Sissi. C'est ce que le Hamas identifie et c'est ce qui rend la vie des négociateurs beaucoup plus dure. Le fait
peut-être que le médiateur, cette fois-ci, il penche plutôt vers un autre côté, ou le médiateur qui est plutôt un joueur et pas un qu'un médiateur. une partie plutôt C'est ce qui va faire que le Hamas se retrouve coincé au bout du compte en dépendant de ses deux ennemis pour obtenir des acquis. Ce n'est pas des ennemis, Barbara. Le régime égyptien voulait qu'Israël lui fasse le travail, éradiquer le Hamas de la bande de Gaza, ou au moins affaiblir le Hamas beaucoup plus qu'il n'a été affaibli dans ce round de négociations. Et dans ce climat, sous cette parapluie d'une médiation qui n'est pas vraiment une médiation, se déroulent les négociations au Caire. Ça peut-être peut expliquer le fait que jusqu'à présent, rien n'a été progressé au Caire. Et je ne vois pas comment, même au bout de ces 72 heures, si jamais le cessez-le-feu sera étendu pour 72 heures, quel changement peut avoir lieu au cœur suite à ces positions vraiment très éloignées entre le Hamas d'un côté et l'Égypte et Israël de l'autre côté. Le Hamas qui craint, qui risque de perdre tout le crédit pour l'autorité palestinienne si jamais il est écarté de la reconstruction de la vie politique de Gaza, de la reconstruction physique même de la vie de Gaza, alors qu'au sein du Hamas, il y a une discussion sur le rôle que doit jouer le mouvement islamique en ce moment-là, renoncer ou ne pas renoncer aux armes. Est-ce qu'on penche à nouveau pour le camp iranien? On se souvient que 2-3 jours avant ces négociations au Caire, déjà des premiers contacts ont été entamés entre le Hamas et l'Iran. Donc les choix que le Hamas doit faire sont super délicats, super compliqués. Et il y a aussi... Assisi est en train de rejouer et de gérer en tout cas le grand retour de l'Égypte. Le grand retour de l'Égypte au cœur de la donne moyen-orientale. Parce que depuis ce qu'on a appelé à tort le printemps égyptien, l'Égypte, elle était plus joueur. Elle était en train de jouer uniquement avec ses problèmes internes. Et là, c'est un grand retour. Parce qu'ils ont toujours joué un rôle très très important d'un côté. Et puis d'un autre côté, il faut quand même, toujours quand on est tellement dans le conflit, il faut aussi prendre un tout petit peu de recul et voir que parmi les dilemmes du Hamas actuel, il y a tout l'enjeu islamiste actuel qu'il y a dans le monde. Oui, c'est pas uniquement un enjeu que d'ailleurs l'Égypte et les États-Unis, qui sont toujours présents au Caire, ne partagent pas la même vision. Les Égyptiens pensent que le monde arabe y va vers un certain islamisme et que les frères musulmans sont la partie plus pragmatique, plus modéré de cet islam politique, alors que le plus grand ennemi du régime égyptien, c'est les frères musulmans. C'est pour cela la représentation américaine dans les négociations au Caire, elle est beaucoup plus basse que ce n'est que tout le monde attendait. C'est que peut donner peut-être un signe sur le sort de ces négociations. Et vous l'avez dit, il faut prendre de temps en temps un peu de recul sur le conflit. C'est difficile pour les populations qui sont directement touchées, mais voilà, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde, notamment cette tragédie de cette épidémie d'Ebola qui fait rage en ce moment en Afrique. On en parle beaucoup dans tous les médias étrangers, et il y a aussi ce qui se passe actuellement avec la Russie, avec Poutine, qui a décidé de boycotter tout le commerce avec les États-Unis et l'Europe. Alors là, voilà, j'ai décidé quand même de parler un peu de l'Ebola et de le faire un tout petit peu aussi de manière décalée. Alors ça se passe à Tel Aviv, et c'est une Israélienne et un Israélien. Et elle lui dit, c'est comme ça que tu comptes te protéger contre l'Ebola. Il dit, ah, Ebola, j'avais compris Hezbollah. Voilà, c'était une manière un peu de jouer avec les mots. Parce que voilà, depuis qu'on a été confronté au tunnel du Hamas, on commence à parler des tunnels du Hezbollah. Voilà. C'est révélateur quand même, Nadia, sur ce qu'est en train de vivre la population israélienne, sur les discours qu'on entend dans les médias israéliens. On est dans une bulle, on est préoccupé que par ça, on est coupé du reste du monde. Oui et non. J'ai envie de dire que même les médias internationaux, ils s'occupent que de ça, tant qu'il y a des morts évidemment. On a vu pendant les 3 jours de cessez-le-feu que les nouvelles provenant de cette région sont passées à la 8e, 9e position dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux évidemment. Dès qu'il n'y a pas de victimes, ça n'intéresse plus personne. Je suis sûre qu'on va revoir un intérêt vis-à-vis de cette région à partir de ce matin. Nous sommes effectivement dans une bulle, c'est sûr. Bon, on est en même temps sous les roquettes, donc c'est logique quelque part. Mais le monde aussi, il est complètement obsédé par ce qui se passe ici. Donc quelque part, cette bulle, elle est reprise à échelle globale par des médias qui
qui ont une vraie obsession pour ce conflit, pour plusieurs raisons, et notamment une campagne médiatique qui a été menée par les Palestiniens pendant des décennies désormais, qui a été exceptionnelle et qui a marché très très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que le Hamas a su trouver une place à la table des négociations. Je dirais que c'est peut-être certainement en partie dû au Hamas, mais en grande partie dû à cette campagne médiatique menée par les Palestiniens, qui a fait que le monde voit dans le Hamas, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, la population palestinienne, une population qui n'a plus rien à perdre, donc il faut négocier avec eux, parce que finalement ce sont les intéressés, alors qu'il y a toute une autre moitié du peuple palestinien qui ne se conduit pas de la même manière, qui ne tire pas de roquettes sur Israël, et pourtant c'est comme si elle n'existait pas en ce moment. On regarde Gaza comme si c'était la représentation même du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Et on ne fait pas attention en fait que finalement ces tunnels, ces armes, ces roquettes, elles ont été visiblement payées par des milliards. Donc cette population qui n'a rien à perdre, en réalité elle a tout perdu à cause de sa propre leadership qui a dépensé en fait toutes les aides et tout ce qu'ils avaient. Mais ça c'est dans le discours international, dans le discours médiatique international, c'est très peu rapporté. Est-ce que c'est une guerre qu'Israël ne pourra jamais gagner, cette guerre de l'image, de la communication ? Difficilement en ce moment. Il y a beaucoup de messages contradictoires qui viennent de cette région. Israël essaye de se positionner en tant que victime, étant donné que effectivement c'est normalement le Hamas qui attaque. Et pourtant Israël ne peut pas gagner cette guerre alors qu'elle a une armée qui est si forte, qui est si puissante, alors qu'en Israël il n'y a pas de victimes, ou en tout cas il y en a très peu de civils évidemment, puisqu'on a des systèmes de défense, et que le monde occidental, en tout cas, il a toujours envie de se mettre du côté du faible. C'est une identification qui est nécessaire quelque part. Ce conflit qu'on appelle un conflit où Israël a toujours une riposte disproportionnée, en réalité, c'est ce qu'on appelle tout simplement un conflit asymétrique. C'est une notion qui existe absolument. Ce n'est pas le seul conflit asymétrique qu'il y a dans le monde. Il y en a plein d'autres, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire. C'est un exemple classique d'un État qui se bat contre une population ou contre, en tout cas, une organisation militaire pas officielle. Et pourtant, le monde est obsédé par ce conflit. Quelque part, il doit y avoir aussi un ingrédient qui fait que, disons, l'Occident passe au test les Juifs qui ont subi toutes les horreurs des 2000 dernières années. C'est un autre débat qui a aussi son importance. On revient sur les quelques dernières informations. C'est le djihad islamique qui, pour l'heure, revendique les tirs lancés depuis 8 heures ce matin sur Israël et non le Hamas. Une information importante. Tsahal, pour l'heure, selon un communiqué officiel, ne riposte pas, mais on voit à Gaza des milliers de Palestiniens qui, ces dernières minutes, sont en train de fuir leurs habitations pour aller essayer de se protéger dans des zones plus ou moins neutres par peur d'une riposte israélienne. Ali, on essaye de résumer ce qui se passe en 2 phrases. Bon, le Hamas ne sera pas aveugle à ce déplacement de la population qui a fait savoir qu'elle veut le retour au calme, mais tout dépend de ce qui se passe au Caire. Le Hamas a besoin d'un acquis à tout prix. Et on va suivre ça. Barbara. Merci beaucoup à tous les 3. The U.S. goal right now would be to make sure that the ceasefire holds. Hamas, like ISIS and Al-Qaeda, shares a disdain for democracies. Nothing can justify the killing. Israel deeply regrets every civilian casualty. أنا ضد نزع سلاح المقاومة.
Voilà, c'est toujours le morning et nous sommes toujours en édition spéciale. Merci d'être avec nous. Nadia Ellis, chercheuse à l'Université de Tel Aviv, vous êtes encore toujours avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Eli Barnavi, diplomate israélien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Un mot juste pour nos téléspectateurs sur votre actualité. Votre essai sur la guerre sort au mois de septembre aux éditions Flammarion. Ça s'appelle 10 thèses sur la guerre. Je vais vous demander votre thèse sur cette guerre-ci qui est en train de se jouer. Tout d'abord, voilà, le cessez-le-feu a été rompu une nouvelle fois. Israël, pour le moment, ne riposte pas. Est-ce qu'il a raison? Oui, je suppose qu'il a raison. On essaie de comprendre ce qui se passe. Ce n'est peut-être qu'un barreau d'honneur, puisque le Hamas a toujours dit qu'il voulait négocier sous le feu, chose que les Israéliens et les Égyptiens ont refusé. Donc il est allé un peu à Canossa, il faut dire. Et maintenant, peut-être que c'est un barreau d'honneur, mais on n'en sait rien. Ça peut aussi se développer à une nouvelle phase de la guerre. Et à ce moment-là, ce sera une riposte plutôt foudroyante. Je pense qu'ils ont très mal calculé leur coup et que très vite on saura de quel côté on va. Mais je pense qu'on risque d'aller quand même vers un renouvellement des hostilités. Ah justement, on va essayer de comprendre vers quel côté on va avec vous, Elsa Mimoun. Vous vous trouvez à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Pour le moment, Tsahal s'abstient de riposter. Vous pouvez confirmer cette information ? Écoutez, Barbara, pour le moment, Tsahal ne confirme pas de riposte. Je peux vous dire que tout à l'heure, un peu après vous avoir parlé, on a vu un champignon de fumée vers le nord de la bande de Gaza, dans la ville de Beth Laraya. Normalement, il semblerait que ce soit cette ville-là qui ait été visée. Alors, on ne sait pas s'il s'agissait d'une roquette qui serait retombée en territoire palestinien, en territoire gazaoui, ou bien une frappe de Tsahal. Toutes les possibilités sont sur la table. Pour le moment, je peux vous dire que des drones aussi israéliens surveillent actuellement la zone où nous nous trouvons. Cette zone donc, qui est visée derrière moi, la ville de Sderot, qui est largement visée par ces tirs de roquettes depuis ce matin. Et puis toujours donc, ces tanks qui sont allés se redéployer un peu plus au nord de la bande côtière. Écoutez, pour le moment, donc, les tirs se poursuivent et Tsahal avait donc promis de riposter par voie aérienne. Il semblerait que cela se confirme d'ici les prochaines heures. Voilà, effectivement, merci beaucoup Elsa. Selon une information du chef d'état-major, l'armée de l'air israélienne se tient en alerte. Ça pourrait être une première phase donc, de ces ripostes israéliennes par voie aérienne. Eli Barnavi, si le Hamas se permet, comme vous dites, ce baroud d'honneur, c'est qu'Israël n'a pas réussi à restaurer son message dissuasif. Vous savez, cette histoire de dissuasion est très mystérieuse. Ce n'est pas de la science exacte. Ça dépend qui vous avez en face de vous. Si vous avez en face de vous une armée régulière, un État, alors oui, on peut parler de dissuasion. On connaît à peu près le niveau de force qu'il faut appliquer, le niveau de menace qu'il faut agiter. Vous avez affaire à une guérilla comme celle du Hamas qui est en train de jouer sa survie. La notion de dissuasion est très compliquée. Moi, je n'y ai jamais cru. Bien sûr que ils savent qu'il y a en face une puissance sans commune mesure avec la leur. Et pourtant, ils ne s'arrêtent pas. Vous savez, c'est le petit gars du quartier qui défie le costaud du quartier et qui le fait parce qu'il se positionne, parce qu'il veut faire forte impression sur les filles. On a une disparité de force qui est évidente et malgré cela, on n'y arrive pas. Vous avez parlé de guerre asymétrique, c'est exactement ça, c'est la nature même de la guerre asymétrique. Et je vous fais remarquer aussi à certains membres du gouvernement, de notre gouvernement, qui semblent n'avoir pas compris cela, qu'une guerre asymétrique ne se gagne jamais. Elle se gagne à la télévision. Et vous n'avez pas de conclusion sur le champ de bataille comme cela s'est fait depuis des millénaires que les hommes se font la guerre. C'est pour ça que des grandes puissances militaires perdent. Les Américains ont perdu au Vietnam, les Français ont perdu en Indochine, ils ont perdu en Algérie. Ils ont gagné la guerre. En Algérie, ils ont gagné la guerre. Ils ont perdu quand même, en fin de compte. Donc, mesurer tout cela en termes de victoire et de défaite militaire n'a simplement pas de sens. Donc il faut toujours et encore faire de la politique. Voilà, impossible de... Je m'empresse de dire que la politique n'exclut pas la force, évidemment.
mais il faut faire de la politique. Et j'ai l'impression que parfois... Précisément, on va en parler. Difficile donc de trancher une victoire sur un camp ou sur l'autre, sur le champ de bataille lui-même, sur le champ diplomatique, sur le champ politique. En tout cas, à l'international, Israël a sans doute, sinon perdu la guerre, au moins la bataille. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, je me tourne vers Christian Mallard, spécialiste de questions internationales. Merci d'être avec nous. Alors, sur cette scène diplomatique, on rappelle les dernières déclarations. Fabius parle de massacre à Gaza. Ban Ki-moon parle d'horreur et de honte. Obama appelle à libérer le peuple palestinien du blocus. La note la plus élevée, à votre avis, en termes de déception israélienne, elle est attribuée à Fabius, à Ban Ki-moon ou à Barack Obama? Je dirais quand même à M. Fabius, parce que quand il tire de massacre, bien entendu, quand les gens regardent la télévision, et j'entends beaucoup de gens en France qui en parlent dans les réseaux sociaux, qui nous critiquent, même nous, qui venons essayer d'être objectifs, et qui disent « mais Israël est un pays terroriste », ontologiquement, j'ai entendu dire. Vous voyez, on en arrive les gens ne veulent pas comprendre la situation. Israël est face à un ennemi qui s'appelle le Hamas. Le Hamas, je le répète une fois de plus, prône en permanence la destruction d'Israël. Est-ce qu'on peut discuter, négocier avec quelqu'un qui veut vous tuer avant d'avoir négocié? Écoutez, franchement, je crois qu'on a quand même un vrai problème. Et chaque fois qu'il y a Israël avec le Hezbollah, Israël avec le Hamas, qu'il y a une nouvelle guerre qui se déclare, on a les mêmes types de réactions au bout d'un moment parce que les gens, naturellement, voient ces images et ne comprennent pas non plus que le Hamas se sert de sa population comme bouclier, prend en otage une grande partie des Palestiniens qui méritent une autre vie, une autre approche, sans doute. Si demain, moi je pense que la solution, si vous voulez, il faut créer à Gaza ce que j'appellerais une économie à ciel ouvert, qui passe par des ponts et pas par des tunnels, comme nous disait un de mes amis de I24 News il n'y a pas longtemps. Il leur faut une vie digne pour leur montrer qu'il y a une autre vie, sans doute différente de celle d'une dépendance du Hamas et du djihad. Alors cela dit, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut s'assurer que ces milliards de dollars qui seront peut-être injectés pour permettre aux Palestiniens de vivre dignement, Palestiniens, cet argent ne sera pas détourné, ne va pas dans les caisses du Hamas s'approvisionner en armement, comme ça a été le cas souvent dans le passé. Je parle d'une véritable économie de marché. Elle doit se construire sur des bases fiables. Et j'ai envie de vous dire, Barbara, que ça sera le nerf de la guerre pour la paix. On n'en est pas là, mais il faut que les gens comprennent le fond du problème. En tout cas, est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, la pression internationale va aller en s'augmentant sur Israël, notamment pour cette demande de levée du blocus? On a vu ces derniers jours que la vapeur a tourné, et au départ, une communauté internationale assez compréhensive du message d'Israël, du droit à se défendre, qui, au vu de l'ampleur des dégâts et des morts civiles à Gaza, a changé de ton. Oui, tout à fait. Mais en même temps, quel est le problème de fond aujourd'hui? Est-ce qu'Israël peut continuer avec un Hamas qui n'est pas désarmé, qui ne sera sans doute pas, parce que je crois qu'il ne faut pas rêver, c'est un peu pieux, le désarmement du Hamas, mais il faut qu'Israël puisse démanteler tous les tunnels. Il faut que le Hamas ne soit plus en position de force. Et je pense qu'Israël, pour l'instant, a obtenu un grand succès en démantelant la majorité de ces tunnels. Mais je pense qu'il faut neutraliser le Hamas, le prendre en étau. Et on a tous les éléments réunis aujourd'hui avec, je crois que c'est Ali Waquet qui le disait tout à l'heure quand je l'ai entendu, avec l'Égypte d'un côté, Israël de l'autre. On peut empêcher toute livraison d'armement, de roquettes, de missiles qui viennent de l'Iran, du Soudan et même de la Chine. Donc, si vous voulez, pour affaiblir militairement le Hamas, on peut. Et j'ajouterai que des pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes sont prêts à faire isoler le Hamas. Il n'y a que le Qatar, la Turquie et la Syrie qui sont pour le Hamas. Alors, c'est ça la question. Et encore une fois de plus, il faut dire que les réserves de roquettes et de missiles sont toujours là et que la guerre avec le Hamas n'est pas terminée. Si les gens n'ont pas compris ça, je suis désolé, ils n'ont rien compris. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous ce matin. Eli Barnavi, est-ce qu'Israël est encore plus isolé sur la scène internationale qu'au début de ce conflit? Non, je ne crois pas. Dans ce conflit, justement, ce qui est un peu nouveau, c'est que nous avons été puissamment soutenus. Et jamais nous ne sommes rentrés dans une opération de ce genre avec un tel appui international et régional. Et ce capital, contrairement à ce que l'on entend là, il existe toujours parce qu'il a des racines politiques fortes. Alors évidemment, il y a les images, il y a la réprobation. Pour une part, nous avons gagné ce retour de bâton en nous livrant à des actions
dont on aurait pu se passer. Mais dans l'ensemble, les données du problème sont toujours là. Et le Hamas est extraordinairement isolé. C'est pour cela d'ailleurs qu'il tire de nouveau. C'est parce qu'il a été pris dans un siège, dans un piège au Caire. Il est allé entre les pieds, il n'a pas pu faire autrement. Il n'obtient rien. S'il accepte ce qu'on lui offre, toutes ces destructions, c'était pour rien. Mais il essaie d'arracher quand même la fameuse photo de victoire dont on parle depuis le début du conflit. Et il ne l'a pas. Et je pense qu'il est bon qu'il ne l'ait pas. Le problème d'Israël, ce n'est pas de taper sur le Hamas. Je dirais même, cyniquement, ce n'est même pas les bavures qui ont été épouvantables. Et il faut bien comprendre cela. Le monde ne peut pas accepter aujourd'hui la mort des enfants. C'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ce que l'on a vu est insupportable. Donc l'opinion publique a basculé à cause de cela. Mais tout ça, c'est rattrapable, si j'ose dire, si on sait faire la politique. Or, ce qu'il faut faire, c'est évidemment taper sur le Hamas, le marginaliser autant que faire se peut, et c'est possible, mais en même temps, remettre Abou Mazen, Mahmoud Abbas en selle, et traiter avec lui. Le drame d'Israël, c'est n'avoir jamais su faire une politique qui tienne sur les deux pieds. C'est-à-dire la force n'est parfois nécessaire, mais uniquement si vous faites de la politique. Si vous faites que ça, vous allez droit dans le mur. Et on entend de l'intérieur du gouvernement d'Israël des voix qui font peur dans le dos, qui font froid dans le dos, qui font peur, qui sont des voix irresponsables. Évidemment, ce ne sont pas celles-là qui sont en train de l'emporter, mais elles pèsent. Et je pense qu'il est grand temps que nous comprenions qu'il faut commencer à avoir une véritable politique à l'égard de Gaza, mais à l'égard de l'ensemble du problème palestinien, qui est le problème israélien, en fait. On voit en direct, Elie Barnavi, les images qui nous parviennent depuis la bande de Gaza. On a pu voir un nuage de fumée noire, un champignon de fumée noire. Reste à savoir s'il s'agit d'un tir palestinien qui serait retombé dans le territoire gazaoui, ou les frappes israéliennes qui pourraient démarrer. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia Ellis, sur le discours du moins? Est-ce qu'Israël a toujours séparé le discours militaire du discours politique, dans les faits également, c'est ce que vous dites, sans parvenir à allier ces deux canaux finalement? Je suis tout à fait d'accord. Non seulement Israël a fait une séparation, Israël a complètement délaissé le côté opinion publique, discours public, parce qu'elle a toujours considéré que finalement c'était plus important ce qui se passait d'une part avec les hommes politiques à l'étranger, donc la vraie diplomatie derrière des portes fermées, et d'autre part la défense évidemment du pays. Et c'est une première pendant cette opération, cet effort de hasbara, comme on dit en hébreu, d'expliquer au monde ce qui se passe, au point que le Premier ministre même se prête à cet exercice de montrer aux journalistes étrangers le point de vue israélien. En fait, ce qui se passe, c'est une chaîne, l'opinion publique. Vous avez dit tout à l'heure que le monde n'est pas prêt d'avoir des enfants morts. Je rajouterais, ils ne sont pas prêts à avoir des enfants morts par Israël. Parce qu'évidemment, dans des enfants morts, il y en a partout. En Syrie, il y en a bien plus qu'à Gaza. Mais le monde se concentre là-dessus. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure, l'obsession vis-à-vis de ce conflit. On se concentre sur ce conflit. Les journaux, nous ne sommes plus dans une dynamique de journalisme de vérité, nous sommes dans une dynamique de journalisme qui veut des clics, en fait. Donc, d'une part, des journaux, en tout cas beaucoup de journaux, qui essayent d'avoir le plus de clics possible, tout simplement. Et les gens, évidemment, ils sont attirés plus par des images de mort que par des images de vie. Et d'autre part, des journalistes qui sont à Gaza et qui se trouvent sous la menace du Hamas, donc qui ne peuvent pas raconter forcément ce qui se passe. Donc une fois qu'ils sortent, ils ont la possibilité de dire ce qui se passe. C'est trop tard pour changer l'opinion publique, il n'y en a pas assez encore pour l'instant qui dénoncent effectivement ce qui se passe. Et du coup, tout cela va influencer le discours des hommes politiques. Tout simplement, chaque acte de communication est un acte de persuasion quelque part. Voilà, discours d'hommes politiques et volonté politique peut-être qui manque en Israël. Vous parlez de cette solution politique. Moi, je ne parlais pas de diplomatie publique, je parlais de diplomatie tout court. Oui. Mais quand je dis que le monde n'est plus capable, ne veut plus voir la mort d'enfants,
Je ne pense pas que ce soit seulement des enfants tués par Israël. Nous ne lisons peut-être pas les mêmes journaux. Dans les journaux étrangers que je lis, on a beaucoup parlé de la Syrie, on a beaucoup parlé de l'Irak. On montre ce que l'on peut montrer. C'est vrai je ne vois pas de manifestations, par contre, dans les rues. Je parlais des gens, l'opinion publique vraie. Moi, je ne vois pas des gens qui descendent dans la rue évidemment pour les pas, autres parce enfants. Que pour cela, il faut avoir des gens prêts à descendre dans la rue. Nous ne descendons pas dans la rue non plus. Il se trouve qu'en France, en Grande-Bretagne, ailleurs, il y a un noyau de Palestiniens, d'Arabes, de musulmans et de pro-palestiniens qui descendent dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut avoir pour cela comment dirais-je, le catalyseur. Et ça personne là. Ni les Syriens, ni les Irakiens. Les Palestiniens l'ont. Pourquoi? Ça les avance pas beaucoup parce qu'ils sont là. Et parce qu'Israël a réussi à cristalliser sur lui, et les Juifs aussi, hélas, la haine d'une partie du monde musulman, parce que c'est le bouc émissaire commode, parce que c'est comme ça que s'explique l'exutoire des frustrations sociales. Enfin bon, ce n'est pas notre sujet. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, la diplomatie publique m'intéresse, moi, et Dieu sait si je m'en suis occupé, cette fameuse asmara. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure asmara qu'une bonne politique. Et on peut faire ce que l'on veut devant ces images. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est la bonne politique. C'est quoi la bonne politique? C'est relancer les négociations de paix avec les Palestiniens? La bonne politique, c'est d'abord d'éviter des erreurs monumentales comme celles que nous faisons. On peut remonter au déluge. Mais 2005, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas, ce fameux désengagement qui était mal fichu. Et au lieu de les donner à l'autorité palestinienne, on l'a offert au Hamas. Et ensuite, on a continué comme cela. Alors, comprenez-moi bien, tous ceux qui vous disent qu'il faut parler avec le Hamas, c'est une mantra. Moi, je ne pense pas qu'on puisse parler au Hamas. Avec qui il faut parler? Autant parler avec le rabbin Dov Lior. Il y a des mouvements, il y a des groupes, il y a des groupuscules, il y a des individus avec lesquels vous pouvez essayer, mais ça ne donne rien. Il faut parler avec l'autorité palestinienne. C'est une volonté politique de Benjamin Netanyahu de le faire. Ça, on ne l'a pas fait. Regardez, ne serait-ce que pour prendre un seul exemple, c'est le gouvernement de réconciliation interpalestinien. Mais il fallait sauter dessus. C'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, à nous, Israéliens. Oui. C'est-à-dire une espèce de truc technocratique où c'est Abou Mazen qui dicte les conditions, le Hamas qui est obligé de l'accepter parce qu'il était mal fichu, parce qu'il est dans une situation épouvantable. Et on en prend prétexte pour arrêter les négociations. Mais c'était complètement idiot. Alors, résultat, vous avez de nouveau Gaza, et je pourrais continuer comme cela pendant des heures. Il n'y a pas une trappe, il n'y a pas une faute, il n'y a pas une énormité que nous n'avons pas commise. Alors, évidemment, après, quand vous êtes devant des roquettes, devant Hamas, vous êtes obligé de leur taper dessus parce qu'il faut bien se défendre. Mais peut-être qu'on pouvait ne pas arriver là. Et si on arrivait là, on aurait pu arriver dans de meilleures conditions. Et une fois qu'on a commencé, peut-être est-ce possible d'en tirer quelque chose. Or, il y a aujourd'hui une situation de nouveau assez unique où Israël se trouve l'allié objectif de l'ensemble du monde sunnite modéré, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'autorité palestinienne face à un Hamas étriqué, battu. On pourrait même aller plus loin en parlant d'alliance régionale. La gauche israélienne parle d'occasion historique à ne pas manquer dans une alliance avec l'Égypte, avec l'autorité palestinienne, avec un soutien saoudien. Est-ce que ça l'est, une occasion historique? C'est ce que je suis en train de dire. Et je ne pense pas que ça doit être une question de gauche ou de droite. Ça n'a aucune importance. La droite semble plutôt réfractaire. Parce que la droite est idéologique. Là, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Ou alors ils sont pris dans un débat politicien qui les empêche de voir. Quand vous entendez parler Avigdor Lieberman, notre valeureux ministre des Affaires étrangères, mais il dit n'importe quoi. C'est que si cet homme était vraiment au pouvoir, ou bien il ne ferait pas ce qu'il menace qu'il ferait, et à ce moment-là, il dit vraiment n'importe quoi, ou bien il le ferait, et on ne sait pas ce qui est le plus grave. C'est que ce sont des gens dont l'analyse est soit idéologique, et ça c'est la vraie droite religieuse, soit politicienne. Je soupçonne que c'est le cas d'Avigdor Lieberman. Mais une vision claire, tant soit peu intelligente de la situation, montrerait qu'effectivement il y a une carte d'opportunité à jouer. Pour vous, c'est du bon sens. En tout cas, Avigdor Lieberman grimpe dans les sondages. On va en reparler dans un instant. On se quitte pour 2 minutes. On continuera de parler politique israélienne avec vous, Elie Bernavi. Mais merci beaucoup, Nadia Ellis, d'avoir été avec nous ce matin. Petite pause de 2 minutes. Ne bougez pas, on se retrouve juste après.
sur i24 News, il est 9h30 à Tel Aviv et le cessez-le-feu a expiré depuis 1h30. Le Hamas annonce qu'il ne le prolongera pas et depuis 8h ce matin, les tirs se poursuivent sur le sud d'Israël. L'alerte n'a cessé de retentir notamment dans la ville d'Ashkelon. Pour le moment, Tzahal s'abstient de riposter. Les minutes qui viennent nous diront si ça va être toujours le cas tout au long de la journée. Et à noter ces déclarations d'un haut responsable sécuritaire qui déclare qu'Israël ripostera avec force. Les troupes israéliennes se maintiennent, je vous le rappelle, aux bordures de la bande de Gaza. Et Binyamin Netanyahou déclare cette nuit à la télévision américaine que le conflit pourrait reprendre et qu'Israël se tient prêt à toute éventualité. Et si le ton monte, vous le savez, c'est à cause de l'impasse des discussions au Caire. Les Égyptiens auraient rejeté plusieurs exigences palestiniennes, à commencer par la construction d'un port maritime exigé notamment par la branche armée du Hamas. Le Hamas qui rejette quant à lui la condition israélienne de démilitarisation de la bande de Gaza. Voilà, et nous sommes toujours en compagnie d'Eli Barnavi. Merci d'être avec nous. Nous a rejoint Johan Waki et Laura. Merci d'être avec nous. Alors, Eli Barnavi, on parlait de politique politicienne israélienne. Je vous propose de regarder ces quelques images. Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et Moshe Ya'alon, respectivement Premier ministre, chef d'état-major et ministre de la Défense. C'est le triumvirat qui a dirigé les opérations israéliennes depuis un mois. Alors, avec quel bilan? Qu'en pensent les Israéliens? Rappel des faits en images. Toute guerre ou opération militaire est supervisée au plus haut niveau par les architectes du combat militaire et diplomatique. L'opération Bordure Protectrice a été gérée par un trio très visible, le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense et le chef d'état-major. L'opération ne finira seulement qu'après une longue période de calme et de sécurité pour les citoyens israéliens. Tout au long de cette opération, Netanyahou et ses camarades ont réaffirmé leur objectif, restaurer le calme dans le sud et porter un coup aux infrastructures du Hamas. Ils ont adopté une attitude de retenue face aux appels d'une partie de la population qui souhaitait entreprendre une opération de très grande échelle, occuper de nouveau Gaza ou encore renverser complètement le Hamas. Nous devons être déterminés pour lutter contre ce groupe de terroristes sanguinaires dont le but est de nous éliminer. Des sondages révèlent que les Israéliens sont satisfaits du travail de Netanyahou, de Ya'alon et de Gantz. Netanyahou a battu son record de popularité qui est estimé à 83%. Une popularité à présent en déclin, mais les opinions favorables à son égard sont toujours à un niveau respectable. Israël n'est pas sorti de cette opération avec une grosse victoire ni une grosse défaite, mais le trio a gagné des points pour avoir géré cette guerre en gardant la tête froide. Nous n'allons pas supporter que le Hamas mette en danger nos enfants, nos civils, notre communauté. Le Hamas va payer très cher. Son attitude pragmatique lui a peut-être fait gagner l'estime de la population, mais dans son propre camp politique, le pragmatisme de Netanyahou pourrait avoir eu l'effet inverse. Les ministres de droite ne l'ont pas épargné de critiques et l'ont qualifié de dirigeant faible, rappelant à la population qu'en 2009, après l'opération Plomb durci, Netanyahou, qui était alors le chef de l'opposition, avait affirmé que s'il était au pouvoir au même moment, l'armée aurait été jusqu'au bout. Je veux le dire ici et maintenant. Nous ne mettrons pas fin à l'opération de l'armée, nous allons terminer le travail, nous allons en finir avec le terrorisme du Hamas. Avec la tenue des négociations au Caire pour arriver à un cessez-le-feu, Netanyahou tente de dépeindre la situation comme une belle victoire en mettant en avant les exploits de l'armée israélienne, l'arrêt des tirs de roquettes et le démantèlement des tunnels. Si après l'opération Bordure Protectrice règne le calme sur le long terme, Netanyahou gagnera du crédit pour ce qu'il a réalisé. Si ce n'est pas le cas, le succès qu'il a auprès du public risque de diminuer très rapidement. Ce ne sera alors qu'une question de temps avant qu'il ne soit remplacé après la tenue d'élections. Eli Barnavi, vous pensez quoi de la gestion du Premier ministre de cette crise? Oui, je partage l'avis de votre journaliste. Je pense qu'effectivement, ils ont conduit ce triumvirat, comme vous dites, a conduit les opérations de manière calme, déterminée, modérée, prudente. Alors on pourrait évidemment discuter des détails des opérations, et ce n'est pas notre rôle ici, mais je pense que dans l'ensemble, ils auraient pu écouter les avis de certains des membres de leur gouvernement, et ça nous aurait coûté cher. Ils ont gardé la tête froide. Je crois que ce sont
C'est le mot-clé, c'est ça, la tête froide. Alors pourtant, vous dites qu'ils n'ont pas écouté des avis plus radicaux, évidemment, de l'aile droite du gouvernement. Pourtant, parlons de ce sondage publié hier. S'il devait se tenir des élections demain en Israël, eh bien l'ensemble du bloc de droite se renforcerait. C'est traditionnellement le cas en Israël après un conflit. Pourquoi, à votre avis ? Mais parce que vous venez de le dire, parce que traditionnellement, c'est comme ça. Lorsque l'on est engagé dans un conflit militaire, eh bien, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont le vent en poupe, on leur fait confiance, ce sont eux qui ont mené. Et ensuite, on réfléchit, et vous savez, je vous rappelle que dans la foulée de la guerre du Kippour, qui n'était pas la plus grosse réussite de l'État d'Israël, Golda Meir a été réélu. Et il y a toujours un temps d'amortissement historique, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'en 1977, 4 ans après la catastrophe, les travaillistes perdent les élections. Or, il ne faut pas se tromper. Netanyahu n'est pas vraiment populaire. Il est là. Son gouvernement est là. On lui fait confiance parce que c'est la guerre. Et surtout, il n'y a pas grand monde en face. Pas d'alternative. Et en démocratie, on vote pour l'offre politique qu'il y a. Et donc, voilà comment ça s'explique. Ça peut se retourner. L'opinion publique est versatile, comme nous le savons. Oui. Et donc, tout cela est fragile. Et Netanyahu le sait. C'est d'ailleurs sa grande obsession. Comment faire pour durer? Alors voilà, ce sondage confirme ce que vous dites. Binyamin Netanyahou reste favori pour le poste de Premier ministre, encore une fois si les élections devaient se tenir demain. Mais ces challengers directs, il faut le souligner, sont peut-être de façon surprenante Naftali Bennett et Avigdor Lieberman, les représentants de la droite dure, ceux que vous évoquiez il y a un instant, ceux qui ont proposé depuis un mois des solutions. Je n'en crois rien. Parce que d'abord, pour être Premier ministre dans ce pays comme ailleurs, il faut avoir derrière soi un outil politique puissant. On n'est jamais arrivé au poste de Premier ministre en Israël avec des partis minoritaires. Ça n'existe pas, ça. Mais leur popularité, en tout cas, se renforce. Est-ce que c'est la direction qu'est en train de prendre la société israélienne, l'opinion publique israélienne, une radicalisation vers sa droite? Dans l'ensemble, oui, c'est indéniable. Mais ça encore, c'est fragile. On n'en sait rien. Vous savez, on n'élit plus le Premier ministre au suffrage universel. Il faut avoir un appareil partisan puissant derrière soi. Et tout ça, ce sont des gesticulations. Ces gens se positionnent pour prendre le pouvoir à l'intérieur de ce qu'ils appellent le camp national. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Lieberman se positionne. Il a été tantôt plutôt modéré. Maintenant, il est reparti vers l'extrême droite pour faire pièce à Bennett. Enfin, c'est de ce niveau-là qu'il s'agit, n'est-ce pas? À l'intérieur de Et Binyamin Netanyahou lui-même, il sera obligé aussi de se repositionner plus à droite? Probablement, à un certain moment. Il ne peut pas se le permettre parce qu'il est Premier ministre, quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais si il y a une nouvelle campagne électorale, c'est ce qu'il fera. Parce que le réservoir des votes, le réservoir des voix est là, elle est à droite. Mais une fois que la course à l'intérieur de la droite sera lancée, Lieberman verra bien qu'il n'a pas les voix nécessaires, ne serait-ce que parce qu'au Likoud, on le déteste. Oui. Pas pour ce qu'il pense, mais pour ce qu'il est, n'est-ce pas? Et donc, tout cela est extrêmement fluide. Les véritables adversaires idéologiques, soi-disant, au sein du Likoud, c'est pas pour Netanyahou, c'est pas Lieberman. C'est Dani Danon, c'est Miri Regev, c'est-à-dire des poids plumes dont les chances de devenir Premier ministre sont à peu près aussi bonnes que les vôtres et les miennes. Du moins, je l'espère. Les miennes, en tout cas, sûrement. Ouais. Les vôtres, je ne sais pas. Alors, la droite israélienne se renforce, sans doute. On a entendu une population dans les localités du Sud de plus en plus volontaire d'aller plus loin contre le Hamas. C'est sans doute le cas, encore une fois, ce matin, dans la ville d'Ashkelon. On va retrouver Elsa Mourg. Elsa, c'est le son de cloche que vous entendez des habitants. Il faut éradiquer cette menace, il faut aller plus loin. Oui, exactement. C'est ce qu'on ressent ici dans le sud d'Israël, le territoire qui est le plus, la partie du territoire israélien qui est le plus visée par les roquettes. Alors, il faut dire qu'ici, peu avant la fin du cessez-le-feu, à 8h, avant que la première sirène retentisse de nouveau, la population d'Ashkelon était résignée et plus personne ne croit en fait à une solution pacifique durable. Les gens ont pris l'habitude de vivre avec cette menace permanente de roquettes, mais il faut dire quand même que beaucoup de précautions sont prises, beaucoup moins
moins de gens sont dans les rues actuellement. Vous pouvez voir peut-être autour de moi, certains magasins sont fermés. Alors la population essaye de faire tant bien que mal. Certains continuent à vivre quoi qu'il arrive, mais pour beaucoup, il s'agit de continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais beaucoup font quand même confiance à Tsahal, à l'armée israélienne et au système antimissile d'hommes de fer. Ils veulent effectivement aller plus loin pour finir par trouver une solution durable à ce conflit. Alors on voit quand même qu'il y a du mouvement ce vendredi matin derrière vous. Pourtant, la défense passive redonne des instructions. Il faut rester à proximité des abris ce matin. Oui, exactement, rester à proximité des abris. Ce matin, l'alerte a retenti à 8h tapante. Donc, comme vous le savez, ici, la population dispose d'à peine 15 secondes pour se mettre à l'abri. Un abri qui peut être donc un café, un restaurant, un abri en béton de préférence. Vous savez qu'ici, même les abribus sont en béton pour pouvoir protéger la population. Et dans la ville, le conseil d'Eshkol, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, l'armée a demandé à la population de rester ce matin à 15 secondes maximum d'un abri pour pouvoir se protéger au plus vite en cas de nouvelles alertes. On peut dire ici qu'on s'attend à de nouvelles renquêtes lancées sur le territoire d'Ashkelon, surtout le sud d'Israël. Merci beaucoup Elsa, depuis la ville d'Ashkelon. Elie Barnavi, on va parler à présent, si vous le permettez, avec Laura de cette guerre qui se poursuit aussi sur Internet. C'est ce qu'on a appelé la guerre médiatique, la guerre de propagande, la guerre psychologique. Et on commence avec vous, Laura, sur cet homme canadien. Il est devenu le porte-parole sur Internet de la parole des Israéliens et des Palestiniens. Voilà, alors si je vous demandais par exemple pourquoi est-ce que l'armée israélienne n'en découpe pas directement sur le terrain avec le Hamas au lieu de larguer des bombes, ou encore si les Palestiniens étaient génétiquement juifs, est-ce que ça changerait votre opinion? Je ne sais pas ce que vous me répondrez. Non, je ne sais pas non plus. Moi non plus, je vous avoue. En tout cas, c'est quelques-unes des questions très provoques que pose un Canadien. Il s'appelle Corey Giljuster et il sillonne finalement le territoire israélien et puis les territoires palestiniens et pose toutes ces questions sous la forme de micro-trottoirs. Alors les réponses font ensuite l'objet d'une vidéo YouTube. Et en tout, ce sont depuis 2 ans plusieurs centaines de vidéos qui sont disponibles et qui font chacune plusieurs milliers de vues. Et d'où viennent ces questions en fait qu'il pose à la population? Alors voilà, c'est en fait un objectif de transparence que Corée poursuit, et donc c'est les internautes qui posent ces questions. Il a démarré son projet il y a 2 ans, il reçoit les questions via Internet. Évidemment, il y a parfois des abus, mais globalement, il les repose toutes de cette façon, et ça explique donc son succès. Alors, Corée est spécialisé en gestion de conflits, c'est une matière qu'il enseigne d'ailleurs à l'université. Il est prof à l'université. Il est prof à l'université, et je l'ai appelé hier pour lui demander la raison de ce projet que je trouve un petit peu loufoque comme ça a priori. Et pour lui, un conflit ne peut s'analyser finalement que si on en a une vision réelle, que si on en a une vision qui n'est pas erronée. Il n'évoque même pas finalement le règlement de ce conflit. Il n'évoque uniquement la compréhension de ce que pensent les gens. Il veut d'abord comprendre pour ensuite analyser. Et il pense aujourd'hui qu'on interprète beaucoup trop ce que pense le côté adverse et que cela fausse beaucoup d'analyse. Et c'est donc en partant de ce constat qu'il a eu l'idée de ce projet. Il s'est lui-même imposé des règles très démocratiques d'ailleurs. Comme je vous le disais, il ne répond qu'aux questions que lui soumettent les internautes. Ce n'est pas lui qui pose les questions. Tout le monde est donc libre de poser des questions à Corée. Au début, beaucoup de musulmans s'adressaient à Corée sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens. D'ailleurs, de plus en plus de questions touchent à la christianité. Et puis, évidemment, ça déborde. Donc, parfois, il doit modérer les propos. Autre principe qu'il suit très religieusement, il ne monte aucune réponse, il ne monte aucune vidéo. Tout ce qu'il reçoit est livré tel quel sur sa chaîne YouTube pour justement respecter ce souci de transparence. Ça signifie que ces vidéos de 10 minutes sont livrées telles quelles. Et il a d'abord interrogé les Israéliens et puis maintenant il interroge tout le monde, les Palestiniens, Israéliens. Il sillonne tout le territoire. On peut voir à quoi ça ressemble? Voilà, on va regarder un extrait tout de suite. לא. למה? אחד, הוא עדיין משתייך לאסלאם. והאסלאם הרדיקלי בעולם שולט. אוקיי. ומי שבוחר בו, למרות שהוא מיעוט, האסלאם עצמו. משנה פה, אני בעיקרון שייך לשמאל, אנחנו בני אדם כולם. אוקיי. מבחינתי הדת לא באמת... ואין קשר. אין, הקשר גם שחלק מהם רוצים להרוג אותנו, זה הקשר היחידי. כל עוד זה, ברגע שזה יסתיים, אני מקווה שנוכל לחיות פה.
ولا شيء؟ No. مثلا؟ There's no beast. Okay. They don't want peace. Well, it says the only thing they have in common is that they live in the same place, even though it's theirs and not users. And in the end, they're gonna come out. It's like a house of two floors. One for them, one for us. Et Barnaby, est-ce que ça peut être instructif, ce genre de sondage, de questions posées à la population? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'ai plutôt tendance à penser que non, que ça n'a aucune valeur statistique. C'est des micro-trottoirs. C'est un truc. Maintenant, s'il y en a beaucoup, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que là, mais il faut demander ça à un spécialiste, Oui, peut-être que la masse même commence à faire sens. Mais. Alors justement, si on veut essayer de tirer des conclusions révélateurs, il en a, Corée? Alors moi je lui ai demandé justement parce que j'étais arrivée à la même conclusion qu'Éric Barnaby pour tout vous dire. Alors lui il dit qu'il a découvert qu'il y a autant de gens à droite politiquement à Tel Aviv qu'à Hadera, alors évidemment on s'en doutait déjà, que les habitants des territoires sont pour une bonne partie tout aussi modérés que les laïcs israéliens. Il avoue aussi être parfois étonné par la réaction des gens à ces questions et finalement, depuis qu'il mène son projet, il a découvert une société beaucoup plus mosaïque que celle qu'on imagine. Je pense quand même qu'à... On aurait pu le dire, ça, vous et moi, non? C'était pas la peine de se lancer là-dedans. Nous, on vit ici. Je pense qu'il y a quand même... Ce sont des vidéos qui sont sur YouTube et qui s'adressent au monde entier, que beaucoup de gens peuvent voir. Et peut-être qu'à ce point de vue-là, elles ont une valeur quand même éducative. Un mot sur la paix, quand même? Oui, alors évidemment, on lui demande toujours qu'est-ce que vous pensez de la paix maintenant que vous avez fait ces vidéos. Pour tout vous dire, il n'est pas très optimiste. Pour lui, on en est loin, très loin, même selon les réponses qu'il reçoit. Il est très difficile d'établir des ponts et souvent d'avoir même des conversations construites. Il pense que les Palestiniens et les Israéliens sont culturellement très éloignés. Il note que les Israéliens sont plus ouverts au dialogue, à la compréhension de façon générale, que les Palestiniens sont plus en colère, qu'ils ont moins d'espoir. Et pour Corée, donc il faut continuer à essayer de comprendre l'autre. Voilà. Vous savez ce qui fausse sa vision, c'est le fait c'est un tiers, c'est-à-dire qu'il pose des questions à des gens et les gens répondent pour la galerie. Oui. Et donc ce qu'il rate, c'est la vie, c'est-à-dire le fait que les gens se parlent. Moi, tous les ans, j'ai un enseignement à El-Quds, par exemple, une université palestinienne qui est très politisée. Je me présente à eux, ils savent d'où je viens. Je leur dis d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que je suis sioniste. Et donc, ça se passe très bien. Si vous posez la question à ces étudiants de cette manière, devant le monde, ils seront très militants. Dans les conversations d'homme à homme ou de femme à homme, peu importe, là, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout ça. Donc, qu'il n'y ait rien qui nous unisse, c'est tout à fait faux. Moi, je continue de penser que le fameux fossé de haine entre Palestiniens et Israéliens est moins bien profond que celui qui a divisé Allemands et Français. Et donc, c'est la politique qui doit reprendre ses droits. C'est pour ça que je ne suis pas... C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de méthode, parce que finalement... Le passage à l'antenne, le passage à l'image, je suis désolé de vous dire ça, fausse tout. Vous avez raison de me le dire, je suis d'accord avec vous. Juste un mot pour finir, il finance comment son projet? Tout seul, il n'est sponsorisé par personne, donc il appelle aux dons sur sa chaîne YouTube. Voilà. Bon, voilà, ça c'est déjà quelque chose. Voilà, exactement. Allez, on va s'intéresser de près à présent à la situation dans la bande de Gaza, après un mois de conflit qui n'est peut-être pas terminé. On le sait, hein, avant même de démarrer, l'économie gazaouie, Johan, était exsangue et les choses ne se sont pas franchement arrangées. Exactement, alors entre 4 et 6 milliards de dollars, c'est le montant estimé des réparations dont aura besoin Gaza pour se remettre en état. Ce montant est estimé par Taïsir Amro, le vice-ministre de l'économie de l'autorité palestinienne. Et pour rappel, ces 4 et 6 milliards serviront, d'après l'ONU, à reconstruire les 16 à 18 000 logements détruits par l'opération et les 30 000 logements partiellement démolis. Au-delà des logements de particuliers, il y a aussi des infrastructures comme la centrale électrique ou le système d'évacuation des eaux. Voilà, donc toutes les infrastructures qui servent au fonctionnement de
de la bande de Gaza. Sans oublier les commerces aussi qui ont été gravement touchés, ça ne va pas Exactement. arranger l'économie. Ça ne va pas arranger l'économie, sans oublier donc les commerces, l'industrie. Gisha, une ONG israélienne, rapporte qu'il y aurait environ 100 usines et commerces totalement détruits ou mis hors d'usage par l'opération militaire. Et puis il faut également penser aux zones agricoles dont les récoltes sont impossibles aujourd'hui et que la remise en état pourrait être très longue. Donc il faudra des sommes colossales pour relancer la construction et l'économie du pays, vous le disiez. Alors un mot de la situation avant le conflit, on l'a dit, c'était pas franchement glorieux. Alors c'est certain que déjà avant le début de l'opération, la situation économique à Gaza était déjà dans le rouge avec un taux de chômage qui tournait autour de 40%, 2 tiers des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Et pour vous donner une idée un peu plus claire de la situation, à titre comparatif, le PNB par habitant à Gaza tournait autour de $1 700 par tête. En Cisjordanie, il est de $4 300 alors qu'en Israël, il est de $33 000 par tête. Et puis il faudra surtout ajouter que l'économie de la bande de Gaza est totalement dépendante des aides extérieures. Elle sera sûrement encore plus après l'opération. Oui, ces aides extérieures qui vont probablement être relancées. On va en parler dans un instant, Elie Barnavi. Mais c'est là que se pose une vraie question sur la transparence de ces aides, vers où se dirigent ces fonds récoltés dans la poche de qui finalement. Exactement, et c'est là toute la question puisque les aides apportées par la communauté internationale ne devraient pas tarder à être confirmées et à être débloquées. La grande question est effectivement celle de la question du contrôle. À quel moment on va pouvoir contrôler que ces aides servent bien à la reconstruction et au relancement de l'économie gazaoui plutôt qu'à la reconstruction des tunnels. Et puis, si le montant de ces aides versées n'est pas encore totalement réinjecté dans les reconstructions, l'histoire ne peut effectivement que se répéter. Ouais. Deuxième question qui se pose, c'est celle des matériaux de construction, puisque bien évidemment pour reconstruire Gaza, il va falloir du ciment, du béton, de l'acier, tout un tas de matériaux qui risquent fortement d'être bloqués par Israël pour éviter la reconstruction des tunnels. Si ces matériaux ne rentrent pas dans la bande de Gaza, il va y avoir en plus des sommes, des besoins financiers, besoin de beaucoup de temps pour trouver des moyens pour reconstruire sans ces matériaux. Ça va dépendre de l'Égypte aussi, on le rappelle. Hein. Est-ce qu'on sait, Johan, pour finir, avec transparence, comment se sont déroulées ces reconstructions après les offensives précédentes, notamment en 2009 ? Alors, on le sait, il faut savoir que 2 ans après l'opération, c'est-à-dire en été 2011, 2 ans après l'opération Plomb durci en 2009, seulement 5% des projets de reconstruction envisagés ont été réalisés. Donc 5% seulement des projets 2 ans après la fin des hostilités. C'était le temps nécessaire au déblocage des fonds d'une part et à l'approbation israélienne d'autre part des projets de reconstruction. Il y a une organisation israélienne qui s'appelle la Coordinator of Government Activities in the Territories, dont le but est de veiller à ce que chaque convoi réponde, soit cohérente avec les projets approuvés par Israël pour la reconstruction de la bande de Gaza. Si de tels systèmes sont mis en place effectivement après l'opération actuelle, il se peut que ça prenne effectivement beaucoup de temps. Merci beaucoup, Johan, pour ces précisions. Alors, parlons de ce projet de reconstruction. On parle d'un plan Marshall pour la bande de Gaza. On a appris hier que les 3 grands pays européens ont proposé un rôle actif. Ça devra passer par qui ? Qui seront les garants de ce plan ? Il faut que cela passe par l'autorité palestinienne sous supervision internationale. Voilà, en gros, il faut enlever au Hamas la capacité de servir de canal à ces fonds, parce que si le Hamas le fait, cela ira évidemment au tunnel et aux arsenaux de roquettes. Et donc, il faut le enlever, c'est le meilleur moyen de les marginaliser. Il faut que ça aille à l'autorité palestinienne par le biais de ce gouvernement d'union nationale ou de réconciliation de technocrates, mais en fait, sous les auspices de l'autorité palestinienne, mais sous supervision internationale. C'est ça, parce que la question de la transparence, est-ce qu'elle pourrait être assurée par Mahmoud Abbas ? La corruption est épouvantable et donc n'est pas du tout sûre. Là, du coup, ça n'irait pas nécessairement à des tunnels et à des roquettes, mais ça ira dans les poches des proches de tel ou de... Elie Barnavi, ces observateurs internationaux, ils existent, ils sont là depuis beaucoup d'années. Ça n'a pas empêché la corruption palestinienne de continuer d'année en année, à Ramallah notamment. Oui, mais ça va quand même mieux qu'à Gaza. C'est-à-dire, je suis incapable de vous promettre le paradis sur terre. C'est-à-dire on a le choix entre le très mauvais et le moins mauvais. Il faut faire en sorte que les gens puissent vivre, qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent sortir de chez eux
objectivement, la situation à Gaza est épouvantable. Alors évidemment, on peut parler des responsabilités des uns et des autres. Moi, je pense que le Hamas a une part de responsabilité écrasante. Et je me suis encore amusé, si l'on peut dire, à relire la charte du mouvement. C'est quelque chose de salutaire. Il faudrait de temps en temps que nous astreignons tous à relire cette charte. Les cheveux se dressent sur votre tête. C'est du Sturmer. C'est du Sturmer avec Allah en plus. Et donc, ces gens-là ne savent pas diriger un territoire, ça ne les intéresse d'ailleurs pas. Ils ont d'autres buts qui sont de l'ordre du... Il faut noter, dans ce contexte, la réaction des chefs du Hamas qui sont sortis il y a quelques jours des bunkers face aux destructions, aux champs de ruines. Nous avons gagné. Ça veut dire quoi sur l'importance de leur population, l'importance de la reconstruction? Ça veut dire qu'ils sont en dehors de la réalité qui vous intéresse, vous et moi. Ils sont dans une espèce de... Ils sont aspirés par une vision du divin. C'est un mouvement religieux. Il ne faut pas oublier ça. Moi, ça fait 30 ans que je travaille les mouvements religieux radicaux. Pas seulement dans le monde arabe, d'ailleurs. Et donc, quand on comprend cela, on comprend que le Hamas doit être absolument contourné. Même si on ne peut pas le démilitariser demain, ça j'en suis bien conscient, il faut qu'il soit contourné, il faut que la reconstruction ne passe surtout pas par lui. Il ne faut pas que la population ait l'impression que le moindre chèque lui est parvenu grâce au Hamas. Il faut donc lui enlever la capacité de nuisance. Est-ce que ça devra passer, on va essayer de finir là-dessus, Eli Barnavi, aussi par un allègement du blocus? Est-ce qu'Israël devra sinon le lever, ce blocus, au moins l'alléger? Même réponse que pour les fonds de reconstruction. Il faut lever le blocus avec des conditions. Et là encore, ça passe par l'autorité palestinienne et un mécanisme de surveillance. Heureusement, à l'Égypte, maintenant, ce sera quand même plus facile qu'avec Morsi. Oui. On va essayer de conclure cette émission en comprenant ce qui se joue sur le terrain. On vous retrouve, Elsa, pour le mot de la fin à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la riposte israélienne? Elle n'a toujours pas démarré? Elle n'a en tout cas toujours pas été confirmée. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'armée israélienne survole la bande côtière. C'est un premier élément à signaler. D'autre part, selon des témoins de la bande de Gaza, plusieurs explosions ont été remarquées, ont été entendues en tout cas, toujours de sources palestiniennes. Donc peut-être des tirs de représailles sur les endroits d'où avait tiré le Hamas, donc des rampes de lancement très certainement. Un autre point à signaler, donc une épaisse fumée noire a été aperçue au-dessus de la ville de Jabalia. Vous savez, c'est une de ces villes où les combats terrestres avaient été les plus meurtriers pour l'armée israélienne pendant l'opération terrestre. Également donc des drones qui surveillent la zone, et puis ces tanks, ces mouvements de tanks, ces mouvements de jeeps de l'armée israélienne tout autour donc de cette zone nord de la bande de Gaza. Voilà ce qu'on peut constater ce matin. Je vous rappelle que 18 roquettes ont été tirées donc depuis la fin de du cessez-le-feu, donc de cette trêve de 72 heures donc, merci beaucoup. Qui s'est terminée ce matin à 8h. Voilà, merci beaucoup. Cessez-le-feu expiré depuis 2 heures et les tirs ont repris. Merci Eli Barnavi, merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition. Passez une belle journée. Portez-vous bien.